5, 4, 3, 2, 1. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien, alhamdulillah. Donc aujourd'hui, on va essayer de corriger ensemble le bac de mathématiques, n'est-ce pas, de l'année passée. On va essayer de le faire ensemble. Vraiment un sujet intéressant qui touche presque tous les chapitres, hein, je peux dire. Il y a nombre complexe, il y a similitude directe plane, il y a probabilité, il y a problème aussi, comme vous le savez. Voilà, donc on va essayer de corriger ça étape par étape. Et si vous avez des questions aussi, vous pouvez poser ça dans les commentaires après, Inch'Allah. Donc voici un peu le document que j'ai saisi par la texte pour essayer de gagner du temps. Donc l'exercice 1, l'exercice 2, l'exercice 3 et le problème, voilà. Donc voici en fait donc le sommaire, la table de matière qui se résume ainsi. Donc là, le premier exercice, c'est juste donc, un exercice d'échauffement, hein. Vous pouvez gagner les 50 points là facilement. Vraiment. Donc ce sont des questions de cours, hein. Donc comme vous pouvez le voir ici, avec des arguments, voilà, de montrer ça aussi. Donc vous avez vu ça, je pense, en premier semestre avec les polynômes là. On en a fait aussi sur cette chaîne là aussi. Donc, après ça, il y a similitude directe plane. Donc, d'abord, on va essayer d'attaquer donc le premier problème. Et j'espère aussi que vous avez déjà fait même ce problème-là. On va essayer un peu de rebondir sur certaines notions donc, qui vous posent problème, que des fois, surtout la probabilité aussi. Donc là, c'est un voilà, rappel de cours. Donc, ce document-là que j'ai saisi, donc il y a des parties. Il y a analyse et stratégie. Il y a aussi même des astuces que vous pouvez utiliser pour le bac. Voilà, il y a les propriétés du cours. Ce sont seulement en fait des rappels. Donc vraiment, c'est un document intéressant qui a 29 pages ici. Donc, on va essayer de détailler ça ensemble. Donc d'abord, on va essayer de regarder la première question. Donc là, on dit quoi? On a soit deux nombres réels, soit deux nombres complexes Z1 et Z2 non nuls. On demande de rappeler les propriétés algébriques suivantes. Module de Z1 sur Z2, argument de Z1 sur Z2, module de Z1 fois Z2 et argument de Z1 fois Z2. Donc là, vraiment, c'est un point cadeau si vous apprenez le cours. Donc là, je vais essayer voilà, donc de vous faire un peu un rappel, propriété du cours. Donc là aussi, vous pouvez lire donc les stratégies en fait pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Voilà, parfait. Maintenant, ici, module de Z1 sur Z2, vous savez bien sûr que c'est module de Z1 sur module de Z2. Voilà, le module d'un quotient, c'est le quotient en fait des modules. Et là, de même pour si vous avez l'argument, c'est voilà, moins. L'argument de Z1 sur Z2, c'est argument de Z1 moins argument de Z2 modulo 2pi. Voilà. Pour le module de Z1 fois Z2, c'est voilà, le produit des modules, c'est le voilà, produit des modules, c'est le module des produits en fait. Vous faites seulement ça en fait ici. Faites Z1 fois Z2. Ça, je ne vais pas perdre du temps. Si vous avez multiplication aussi, ça se transforme en addition. Donc là, juste donc une astuce du bac pour retenir cela. Si vous avez un module, vous avez vu que c'est longueur en fait. Les longueurs peuvent se multiplier comme se diviser en fait. Alors que pour l'argument, c'est comme les angles. Et les angles, soit ça s'additionne, soit ça soustrait. Il faut seulement retenir ça comme ça en fait pour les confusions là. Donc ça c'était la première partie, la partie A, que j'ai nommée partie A. Maintenant la partie B ici, on nous a donné un polynôme et on demande de montrer que P admet une racine imaginaire pure que l'on déterminera. Ça aussi c'est une question classique que vous traitez. Il faut juste poser donc z égale à iy, remplacer, essayer donc de poser la partie, vu qu'on nous a demandé une partie imaginaire, vous posez seulement la partie réelle égale à 0, puis après vous pouvez trouver ça facilement. Voilà, donc là c'est analyse et stratégie comme je vous ai dit. Donc un nombre complexe est dit imaginaire, puis c'est juste donc un rappel. Après si vous êtes intéressé, hein, si vous voulez ce document là, vous pouvez me dire. Je vais vous envoyer ça dans le groupe Telegram, Inch'Allah. Vous pouvez me dire dans les commentaires. Donc là, on résout seulement l'équation donc P de Z égale à 0. Après, on va substituer seulement les Z par IY. C'est tout simplement ça. Maintenant, on va essayer de remplacer. J'ai fait étape par étape. Vu qu'on a ce polynôme-là, on remplace Z par IY. Hein, tout simplement ça. Donc là, j'ai fait étape par étape. Et aussi, ce que je vous conseille de faire, ces genres de calculs-là, vous pouvez faire des erreurs rapidement et facilement aussi. Donc, il faut faire les choses étape par étape. Voilà. Des fois, I au cube là, il y a des élèves qui font des erreurs en fait. Ne serait-ce que I au cube. Voilà. Donc, il faut faire étape par étape. Voilà, c'est ça.
Maintenant, I au cube, c'est combien? C'est moins I. Parce que I au carré, déjà, c'est égal à moins 1. Ça, vous le savez. Maintenant, vu que I au carré est égal à moins 1, donc moins 1 fois I, seulement ça qui reste. Donc, après ça, vous pouvez continuer. On substitue, voilà, on a ça comme écriture. Qu'est-ce qu'on va faire après? On va regrouper les parties réelles et les parties imaginaires. C'est ce que j'ai fait. Partie réelle, ça est là, et partie imaginaire, ça est là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va P de Y égale à 0, ça équivaut donc à un système. C'est-à-dire, ça, la partie réelle est nulle, la partie imaginaire aussi est nulle. Mais vu que pour résoudre l'équation, on a un système, n'est-ce pas? On essaie de résoudre l'équation. Donc, pour résoudre cette équation-là, on peut diviser en fait par 4, n'est-ce pas? Donc, pour obtenir une équation du second degré, n'est-ce pas? Donc, après, c'est seulement ça que j'ai fait. J'ai pris la première là, la partie réelle, que j'ai mis égale à 0. Seulement ça, vu qu'on nous a demandé une solution imaginaire. Donc, après ça, je me retrouve avec cette équation du second degré. Donc, les deux solutions sont 1 et 2. Maintenant, pour vérifier quelle est la bonne solution, il faut seulement tester en fait, ici en fait, pour voir. C'est juste des rappels, hein, ça vous le savez. Donc, vous testez 1. Je testé d'abord pour 1, après pour 2. Pour 1, je vois que c'est vérifié en fait, pour 1. Pour l'équation 2, directement ici, si je remplace les z par 1, c'est OK, c'est bon. Donc là, même vous faites, pour gagner du temps, vous pouvez continuer. Parce que les deux là ne peuvent pas vérifier en fait. Donc 2 là, donc si vous vérifiez y égale à 2, ça ne va pas vérifier du tout. Donc la seule valeur qui justifie simultanément 1 et 2, c'est quelle valeur? C'est 1. Maintenant, vu que l'équation, la solution c'est z égale à iy, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va juste mettre donc iy. On remplace y là par 1. Ça va faire combien? Ça va faire i. Voici donc la solution, le résultat en fait. Donc la symbologie, ici, si vous voyez ce truc bleu là, c'est le résultat. Truc vert là, c'est juste la vérification. Et aussi, vraiment pour gagner, pour bien vous assurer que vous avez trouvé, il faut vérifier toujours. Et comment vérifier? Il faut venir sur le polynôme qu'on vous a donné dès le départ. Essayez de remplacer ces valeurs-là par i, n'est-ce pas? Vu que c'est ça la solution. Et vous devrez normalement trouver 0. Si tel est le cas, c'est bon. Si tel n'est pas le cas, c'est pas bon. Et là, si vous avez les machines Casio là, vous mettez juste donc l'équation là, après vous remplacez par i, et automatiquement vous aurez 0, n'est-ce pas? Parfait. Maintenant, ça c'est juste donc une astuce du bac. Voilà, donc l'erreur est fréquente, donc il faut impérativement vérifier. Vous voyez bien, il faut vérifier pour bien vous assurer que vous avez trouvé. Donc rapidement, on continue avec la question 2. On nous demande ici de déterminer le polynôme g tel que p de z égale à z moins i g de z. Là aussi, après, on nous demande de factoriser. Donc là, c'est simple. Vous pouvez passer par Horner comme identification. Ça dépend de vous, hein, ça dépend de vous. Donc là, je vais d'abord poser g de z comme étant égal à z carré plus bz plus c. Donc là, regardez d'abord l'analyse que je vous ai donnée là. On a bêta égale à i, c'est une racine déjà. C'est ça en fait. C'est une racine. Et là, vu que P serait de degré combien? C'est de degré 3. Là, on a déjà Z. Donc, forcément, G de Z là doit être de degré 2. Raison pour laquelle donc, je l'ai posé ainsi. Après, vous voyez bien ce que j'ai dit. Donc, c'est seulement ça. P c'est de degré 3. Donc, G devrait être normalement de degré 2. Donc, après ça, donc je mets ça, je développe. Après, je vais passer par identification pour aller beaucoup plus vite. Voilà. Donc, si je passe par identification, je vois que B plus I est égal à combien? Égal à 4 moins 5I. C moins IB, c'est égal à moins 5 plus 12I. Moins IC égal à moins 8 plus I. Il faut seulement, l'identification c'est simple, hein? Il faut seulement se le repérer d'ici en fait. Vous regardez le coefficient ici, au cube. C'est combien? Vous faites l'identification. Là aussi pareil, là pareil et là pareil. C'est seulement ça que j'ai fait. Maintenant, donc, après le reste, c'est quoi? C'est de chercher en fait le coefficient de B, le coefficient de C, tout simplement. Donc là, j'ai le coefficient de C ici. Donc pour avoir le reste là, le coefficient de B, d'abord je l'ai à partir de là, c'est beaucoup plus simple. Vous faites ça, c'est 1. Par exemple, là c'est 2 et là c'est 3 si vous voulez.
Donc là, d'abord, j'ai déjà B ici. Je peux venir remplacer pour avoir ici C. Tout simplement ça. C aussi, si vous pouvez directement l'avoir ici, en fait. Vous pouvez directement diviser par moins I, n'est-ce pas? Donc après, le tour est joué. C'est ce que j'ai fait là, ici. Après, vous avez le A, vous avez le B et aussi donc le C. Donc c'était seulement ça. G en fait. G, comme vous pouvez le voir ici, c'était B et C, les coefficients. Le A, c'est 1, bien sûr. Donc après, G de Z s'écrit sous cette forme-là. C'est égal à Z carré plus 4 moins 4IZ moins 1 moins 8I. C'est ça le résultat que vous devrez trouver comme G. Après, toujours en vérification pour se garantir que vous avez bien trouvé. Donc, le système de trois équations à deux inconnus admet une solution unique BC. Donc, voici donc la solution, c'est 4 moins 4i et moins 1 moins 8i. Ça vérifie simultanément en fait les trois relations là. Si vous voulez vous remplacer, vous allez trouver la même chose en fait. Donc, ceci garantit que la division de P par Z moins I est exacte et reste non nulle. Donc, seulement ça, la question qu'on nous a demandé de déterminer le polynôme G. Donc, on l'a bien déterminé. Et vous avez vos 0,50 là facilement. Après, on vous demande de factoriser donc G. Donc, pour factoriser aussi, c'est pas du tout diable. Vous avez juste une équation du second degré. Il faut seulement faire Z, n'est-ce pas? Z1, Z2, faire delta et puis le reste. Ça va être simple. Donc, delta ici, vous voyez bien, c'est positif. Donc, si c'est positif, on a deux solutions, Z1 et Z2. Donc là aussi, il va falloir réviser vos cours, n'est-ce pas? Si delta est positif, négatif ou bien nul, on a quoi? Voilà. Vraiment, les nombres complexes, c'est pas une leçon difficile que ça. Donc, on a Z1, on a Z2. Après, qu'est-ce qui reste? La factorisation. Donc, ici, il faut bien savoir aussi comment factoriser aussi. Il faut bien savoir comment factoriser. Donc, d'abord, on nous a demandé de factoriser quoi même? De factoriser G, puis aussi en déduire P. La déduction, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est pas quelque chose de difficile. C'est vraiment rapide. Voilà, juste une ligne, deux lignes, vous déduisez en fait. Donc là, vu qu'on a déterminé la factorisation de G, le reste c'est seulement de venir et remplacer ça ici. Voilà, donc voici G qui s'écrit sous cette forme-là. Pour la factorisation, c'est ça que j'aurai en fait. Et pour vérification, vous pouvez développer, n'est-ce pas, pour bien s'assurer que vous avez bien trouvé. Donc maintenant, c'est ça. En faisant la vérification, on trouve bien cela. Donc, là aussi, c'est juste donc astuce du bac. Lorsque le discriminant est en réalité un réel positif, on peut en extraire une racine carrée réelle, comme dans le cas classique. Ça aussi, on a fait des exercices pareils. Après, vous pouvez regarder ça donc, au niveau de la chaîne YouTube, Inch'Allah. Donc, le reste, c'est le placement des points. On place les points là. Et surtout, les amis, comme j'ai l'habitude de le dire, ici, on vous donne des points. Mais ces points-là, ce n'est pas n'importe quel point. Normalement, ce sont des points, ce sont les solutions de ce qu'on vous a demandé en amont. Je m'explique. Là, on a dit ZA égale à moins 1 plus 2i. ZB égale à moins 3 plus 2i. ZC égale à i. Ces trois-là sont les solutions, en fait, de cette équation-là. Si vous factorisez, vous devrez avoir ça. Et regardons si on a bien ça ou pas. C'est bon. On a ça ici. Vous voyez bien, en factorisant. Donc ça vous permet de vérifier si vous avez trouvé ou pas. Des fois, ils le mettent comme ça, mais ils ne vous disent pas c'est ça les solutions. Ils disent seulement ZA, ZB, ZC. Maintenant, c'est à vous de vraiment réfléchir un peu. Si vous n'avez pas trouvé ça, alors revérifiez ce que vous avez fait. Donc, vu que moi, j'ai déjà trouvé, donc c'est bon, je peux continuer aisément. Donc, je peux placer les points. Et placer les points, vraiment, donc vous savez le faire. Tracer juste donc un repère, comme je l'ai mis là. L'axe Y, c'est l'axe des imaginaires. Et l'axe des X, c'est l'axe des réels. Donc là, le point C, c'est le coordonnée 0, 1. Vous regardez juste. Donc le C, le réel, c'est 0. Et l'imaginaire, c'est 1. Donc vous placez seulement l'axe des Y, ici 1. Là aussi, pareil pour A. Là, pareil pour B. C'est ça, ces trois points-là qu'on demande de faire. Après ça, on me demande de déterminer le module et un argument de Z. Voici Z, c'est ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Déterminer le module, c'est juste donc de faire le calcul en fait. Donc là, le module, comme je l'ai dit dès l'amont, c'est la distance.
Si on met module de ZC moins ZA, c'est la distance AC. Module de ZB moins ZA, c'est la distance AB. Après, vous pouvez prendre votre temps et lire l'analyse, n'est-ce pas, pour bien comprendre. Après, je vais vous donner aussi la solution. Voici la solution. D'abord, on va essayer d'exprimer ça sous forme algébrique, c'est-à-dire A plus IB. Après ça, on fait le module. Et le module, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Ce que j'ai fait, j'ai obtenu racine carrée de 2 sur 2. Et là, racine carrée de 2 sur 2, automatiquement, vous savez c'est quoi. L'angle, vous savez c'est quoi. Donc, l'argument aussi, c'est cette forme-là. C'est le module, facteur de cos θ plus I sinus θ. Donc là, vous avez regardé cosinus θ, c'est la partie réelle sur le module. Et sinus θ, c'est la partie imaginaire sur le module. Maintenant, là, vous avez cos θ égale à moins racine carrée de 2 sur 2. Sinus θ égale à racine carrée de 2 sur 2. Là, comment faire pour savoir quel est le bon cadran? Là aussi, je vais vous expliquer ça ici en faisant juste un petit cercle là. Donc, trigonométrique, hein, classique, comme vous pouvez le voir. Donc là, on a les cosinus. Et là, l'axe des Y sont les sinus. On a dit quoi? On a dit d'abord cos θ égale à moins racine carrée de 2 sur 2. Sinus θ égale à racine carrée de 2 sur 2. Il faut d'abord savoir le cadran, le bon cadran. Le bon cadran ici, c'est quoi? On a dit, je l'écris ici, cos θ égale à moins racine carrée de 2 sur 2. Et sinus θ égale à racine carrée de 2 sur 2. Donc là, le cosinus, c'est négatif et le sinus, c'est positif. C'est dans quel cadran, les amis? Cos négatif, sinus positif. C'est dans ce cadran-là. C'est ici, en fait. Maintenant, ici, ça correspond à quel angle? D'abord, ici, il faut savoir l'angle sans le signe. Sans le signe, en fait. L'angle sans le signe négatif. C'est-à-dire, ici, vous éliminez le signe négatif là. Vous travaillez sans ça. Donc là, vous savez bien sûr que dans votre cercle trigonométrique, c'est pi sur 4. Sans le signe négatif, je dis. Vous placez pi sur 4 ici, par exemple. Vous savez que c'est ici. Maintenant, on se trouve dans quel cadran? On se trouve dans ce cadran-là. Dans ce cadran-là, les cosinus sont positifs, sont négatifs du moins. Les sinus sont positifs. Donc ici, pour avoir directement les valeurs de là, par exemple, là, imaginons que c'est alpha. Il faut seulement faire, les amis, pi moins alpha. C'est ce cadran-là. Pour ce cadran-là, c'est pi plus alpha. Et ce cadran-là, là, c'est moins alpha. Tout simplement ça. Maintenant, pi moins alpha, c'est combien? C'est pi moins combien? Pi sur 4. Parce que l'angle sans le signe négatif, c'est pi sur 4. Je mets pi sur 4. Pi moins pi sur 4, c'est combien? C'est 3 pi sur 4. Automatiquement. Voilà. Donc, c'est ça. Raison pour laquelle je vous ai mis ici θ égale à moins 3 pi sur 4, en fait. 3 pi sur 4, comme vous pouvez le voir. Tout simplement ça. Modulo 2 pi. Donc, voici, en fait, on a trouvé le module et l'argument. Là, c'est la vérification. Vous pouvez vérifier après. Donc, là, c'est l'astuce. Si vous avez plus ou moins racine carrée de 2 sur 2, sont ces angles-là. Soit pi sur 4, moins pi sur 4, 3 pi sur 4 ou bien moins 3 pi sur 4. C'est ce que je viens de vous expliquer avec le cadran. Parfait. Après ça, on entre donc dans la partie similitude, direct plan. Donc là, il faut bien lire. Hein? Donc, surtout ces trucs-là. Là, j'avais même corrigé un exercice hyper intéressant sur la chaîne YouTube. Après, vous pouvez regarder ça. Donc, c'était similitude direct plan. Donc, je sais pas, dans les playlists là, après, vous pouvez prendre votre temps et regarder. Donc, c'est un exercice vraiment hyper complexe que je vous conseille de refaire, vraiment. Donc, voilà, c'est cet exercice-là. C'est extrêmement intéressant. Tous ces problèmes d'invariance là, par rotation, par translation. Après, vous pouvez vraiment donc, comprendre ça. Donc, on continue. Donc là, on nous demande d'écrire l'écriture complexe et l'écriture analytique de S. S, c'est quoi? C'est la similitude directe plane qui laisse invariant A et transforme B en C. Ça laisse invariant A, c'est-à-dire donc c'est A qui est le centre. Seulement ça. Et transforme B en C. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, ça laisse invariant A et transforme B en C. Ça, c'est l'énoncé. Quelles sont les propriétés en fait? Les similitudes directes planes, c'est cette expression-là. Vous avez vu ça en classe. Ou bien l'écriture générale, c'est Z égale à AZ, ou bien Z' égale à AZ plus B. Vous avez B, n'est-ce pas? B, c'est combien? B, c'est Z oméga
sur 1 moins A. J'avais même mis donc un résumé ici pour que vous puissiez mieux comprendre. Z oméga, c'est B sur 1 moins A. C'est B sur 1 moins A, n'est-ce pas? Donc, je vais le mettre ici pour que vous puissiez mieux voir. Z' égale à AZ plus B, n'est-ce pas? Z oméga, c'est B sur 1 moins A. Donc, B, c'est combien? C'est Z oméga facteur de 1 moins A. Donc là, vous avez Z' égale à combien? Égale à AZ plus Z oméga facteur de 1 moins A. Donc là, après, vous pouvez faire donc, le restant. Donc, raison pour laquelle j'ai directement ici Z' moins Z oméga égale à A facteur de Z moins Z oméga. C'est la même chose. Voilà. Donc, ça, c'est l'écriture générale en fait. L'écriture générale, c'est Z' égale à AZ plus B. Mais après, pour que vous puissiez exprimer ça sous forme de centre et tout, donc il est préférable donc, de le mettre sous cette forme-là. Sous cette forme-là. Donc, ce que je disais, c'est-à-dire, l'énoncé dit que le point A est invariant par S. Donc, et la condition là, S de B égale à C. S de B égale à C veut dire quoi? S de B égale à C veut dire seulement ça laisse invariant. Donc, ça laisse pas invariant, mais ça transforme B en C. Si ça transforme B en C, donc c'est-à-dire, donc, C c'est l'image. Donc, c'est S de B égale à C. Donc, voici la solution. On met A. A, c'est Z, on sait que si on a donc cette écriture-là, donc la condition pour que S de B égale à C, c'est quoi alors? Vous faites seulement Z de C moins Z de A qui est là. Parce que Z' là, regardez bien ici. Là, on a mis S de B égale à C. Le oméga là, vu que je vous ai dit, ça laisse invariant le point A. Donc A, c'est le centre. Et dans l'écriture générale, on a mis Z oméga. Partout où vous voyez Z oméga là, donc c'est le Z de A en fait. Parce que c'est ça, donc le centre. Ça laisse invariant. Ça veut dire ça seulement. Donc, raison pour laquelle ici, là, c'était Z oméga. Je remplace ça par ZA. Là aussi, pareil. Donc là, Z' là, c'est quoi? Vu qu'on avait dit S de B égale à C, donc, qu'est-ce qu'on aura ici? On aura Z de C ici. Z de C, là, on a mis prime là. C'est l'image. Vous mettez Z de C moins Z de A. Vu que Z de là, c'est l'antécédent, vous mettez ici Z de B. Tout simplement. Maintenant, en remplaçant tout ça, vous aurez A. Après, A, c'est moins 1 demi plus 1 plus... moins 1 demi plus 1 demi de I. Donc, l'écriture complexe. Donc, en remplaçant ZA égale à moins 1 plus 2i, vu qu'on a toutes les informations, on fait que remplacer en fait. On fait que remplacer. Donc, on remplace bien. Et on a finalement, vous développez, vous faites tout. On a finalement Z' égale à ça, Z moins 1 demi plus 7 demi de I. Donc, pour l'écriture analytique, donc, vous pouvez mettre seulement remplacer Z là par X plus IY. Et Z' par X' plus IY'. Donc, vous mettez ça. Après, voilà, le reste, donc, pour l'écriture complexe, il faut seulement, parce que l'écriture analytique, je vais faire le résumé là, je vais vous montrer ici pour aller beaucoup plus vite avec l'écriture analytique pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, voici un peu l'écriture analytique. Vous posez Z' ça, Z égale à X plus Y. Voilà, donc après vous faites seulement par identification. C'est la même chose que j'ai fait ici en fait. J'ai d'abord déterminé cette expression-là. Je remplace Z' par X plus IY' et Z là par X plus IY. N'est-ce pas? Après, le reste, vous développez. Donc, pour séparer, après, vous séparez la partie réelle de la partie imaginaire. Vous aurez ça finalement. Ça, c'est l'écriture complexe. Et l'écriture analytique, ça va être combien? Ça va être X' égale à moins 1 demi de X, moins 1 demi de Y, moins 1 demi. Et pour Y', c'est 1 demi de X, moins 1 demi de Y, plus 7 demi. Seulement par identification, vous allez faire. Comme je vous ai expliqué ici, en fait. Et là, pour bien comprendre aussi l'exercice que je vous disais tantôt qu'on a traité sur la chaîne, vous pouvez aller bien comprendre là-bas. Donc là, c'est de façon générale, en fait. Comme ça se passe. Après, vous voyez bien X' plus Y'. Vous regardez seulement les parties réelles et les parties imaginaires. Donc, X', ça va être égal à AX plus alpha. Y', ça va être égal à combien? AY plus bêta. Donc là, ça manque prime là.
Donc, parfait. Donc, on a déterminé l'écriture complexe et l'écriture analytique. Donc là, on est bon. Donc, après, vous pouvez même vérifier, essayer de vérifier. Donc, en prenant le point B là, après, vous pouvez calculer. Vous devrez trouver ici, normalement, ici 0. Vous voyez bien. Donc, ce que j'ai fait, ce que j'ai trouvé. Donc, pour C aussi, vous allez trouver aussi C. Donc, ça permet de confirmer ce que vous avez trouvé. En mathématiques, ce que je dis toujours, si vous faussez, c'est de votre faute. Parce que vous faites toujours, en fait, essayer de vérifier. Voilà, surtout ces leçons-là, nombre complexe, similitude directe plane. Si vous faussez, normalement, vous devez le savoir. Parce que vous pouvez vérifier facilement. Donc, après, on demande les éléments caractéristiques. Donc, ça aussi, pour les éléments caractéristiques d'une similitude directe plane, c'est le rapport et l'angle et le centre. Donc, le centre, on sait que c'est d'abord A, vu que ça laisse invariant. Le rapport, c'est K. K, c'est le module, c'est A. Et l'angle aussi, vous savez que c'est l'argument de A. Là, ce sont seulement donc, les caractéristiques. Donc là, on avait déterminé que le module, c'était racine de 2 sur 2. Et l'angle, c'était 3 plus 4. C'est répondu déjà à ces questions-là. Donc voilà, en grosso modo, ce qu'on a. Voilà. Donc là, c'est l'astuce pour gagner du temps. N'est-ce pas? Je vais passer. Là aussi, l'image de, on donne un cercle et on demande de déterminer l'équation C', l'image de C par S. Là aussi, on avait traité cette question-là, vraiment, sur cet exercice que je viens de vous dire. Donc là aussi, c'est pareil, hein. Donc il faut d'abord, ça, si vous avez vu ça, donc c'est pour répéter dans votre cours. L'image d'un cercle, n'est-ce pas, de centre gamma donné et de rayon R par une similitude. C'est un cercle, en fait, de centre S oméga ou bien S gamma 0 et des rayons KR. Regardez ici donc la stratégie que vous devrez faire. Il suffira seulement de faire identifier le centre et le rayon de C. C'est tout. Après, vous calculez seulement l'image de ce centre, du centre là par S. Parce qu'on sait déjà que S de B égale à C. Si on trouve ça, le reste, on multiplie seulement le rayon par le rapport K qu'on avait trouvé. K, on avait trouvé c'est combien? Racine de 2 sur 2. On va essayer de multiplier seulement le rayon. Parce que là, vous savez déjà le rayon. Parce que l'écriture générale d'un cercle, c'est ce qui est sous cette forme-là. X moins A, le tout au carré, plus Y moins B, je vais l'écrire ici. C'est X moins A, le tout au carré, plus Y moins B, le tout au carré, égale à R au carré. Donc là, à partir de ça, vous savez le rayon. Il faut seulement multiplier par K pour avoir donc, voilà quoi, pour avoir donc l'image. Voilà, donc ça qu'on va essayer de faire. Donc voici la solution. Donc c'est celle du cercle de centre. Le centre c'est moins, vu que je vous avais donné l'écriture générale, c'est de centre moins 3, ici c'est moins, et là c'est 2, c'est juste donc le contraire vous allez prendre. Si c'était moins, ça va être donc 3, et si c'est plus, ça va être moins 2. D'appliquer Z de B et de centre, et le rayon c'est 2, parce que là 4 c'est 2 au carré. Donc pour avoir le centre de C', l'image, je vous avais dit c'est seulement S de B. Or, on sait que S de B, c'est déjà C. C, c'est combien? C, c'était 0,1. Souvenez-vous de ça. On nous avait donné ça. C, c'est 0,1. C'est avec 0,1. On est d'accord? Donc là, pour avoir R', on met, comme je vous avais dit, c'est K fois R. K, c'est le module. R, c'est le rayon. Donc là, on a racine de 2. Donc pour C', facile. On a le centre qui est 0,1. Je vais écrire ça ici pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc le centre, c'est 0, 1. Et le rayon, c'est combien? C'est égal à, je vais retourner, c'est égal à 2. Or que l'écriture générale d'un cercle, c'est, où est-ce que je l'avais écrit? Ça, c'est, le centre, c'est AB, et le rayon, c'est R. Tout simplement. Après, on va faire que remplacer. Donc ici, à la place de A, ça c'est B. Donc vu qu'on met X moins 0, le tout au carré, plus Y moins 1, le tout au carré, égale à combien? R, vu on a trouvé 2, donc égal à 2 au carré, ou bien 4. Donc X moins 0, c'est X au carré, plus Y moins 1 au carré, égale à 4. Tout simplement ça. Voilà. Donc là, le rayon, c'est de combien même? Le rayon, j'avais dit, c'est racine de 2. Voilà. Là, c'est racine de 2. Donc, c'est racine de 2
au carré. Donc là, au lieu de 4, donc ça va être ici 2. Ça va être 2. Voilà, c'est ce qu'on a trouvé ici. Vous voyez bien, c'est ça. Donc, on a pris vraiment beaucoup de temps pour ça. Et pour tracer ça, voilà, rien de plus simple. Vous savez comment tracer le cercle. Vous avez déjà le centre, vous avez aussi le rayon. Donc, le reste, ça va être seulement de venir retracer. Maintenant, là, j'ai mis racine de 2 égale à 1,41. Donc là, vous pouvez même savoir exactement donc, cela sans pour autant avoir la valeur exacte en passant par les trigonométries là. Vous allez chercher seulement l'angle, tracer l'angle, vous avez le module, puis le tour est joué. Donc là, après, vous aurez C, le centre, vous savez que c'est B. Une fois que le centre, vous avez le rayon. Le rayon, c'est combien? C'est 2. Là, c'est un carreau, 2 carreaux, c'est 2. Vous tracez. Pour l'autre, pareil, c'est C, c'est 0,1. Le rayon, racine carrée de 2, c'est ça, racine carrée de 2. Vous venez, vous tracez, vous aurez un cercle ici séquent. Donc là, il se touche aussi au niveau de A. Tout simplement ça. Après ça, on a fait la première partie, le premier exercice. J'espère que vous avez compris jusque-là. On va faire attaquer le deuxième exercice. Voilà. Donc là, il faut vraiment bien suivre pour que vous puissiez mieux comprendre. Un exercice de probabilité combiné avec donc, les lois de Bernoulli, là, ça vous savez. C'est la fin. Des fois, les élèves n'apprennent même pas ça, même pas cette partie. Ils mettent le focus sur les probabilités conditionnelles, tracer l'arbre et tout. Mais cette partie-là aussi, donc c'est vraiment intéressant. Il faut bien comprendre cela. Donc là, c'est quoi le problème? On nous dit une usine fabrique des téléphones portables que l'on ne peut pas discerner en les touchant. Donc là, déjà, on a une probabilité. C'est indiscernable au toucher. Les téléphones produits seront vendus 45 000 francs l'unité. Ben bonnet 45 000 francs. Le chef de l'usine remarque que 2 téléphones sur 100 sont défectueux. C'est-à-dire 2 centièmes sont défectueux. Le reste, c'est-à-dire les 8 centièmes là, sont bons bien sûr. Il décide de mettre tous les téléphones fabriqués depuis 10 jours dans une caisse et de vérifier leur état. Il procède comme suit. Il prend un téléphone de la caisse, vérifie son état et le remet directement dans la caisse. Vous voyez bien, il vérifie, il prend un téléphone, vérifie si c'est bon ou pas, si c'est défectueux ou pas, après il remet. Il recommence ainsi de suite le processus. Vous voyez bien, donc il recommence 4 fois, une fois. Donc là déjà, ces choses-là, si vous voyez bien, c'est Bernoulli qui vient en fait. C'est-à-dire, vous avez la formule CNK, PK, 1 moins N, 1 moins P à la puissance N moins K. Ça, vous savez bien sûr cela. Après ça, on a donné 2 questions. Et là, vraiment, c'est sur 6 points. Être le chef de l'usine à déterminer le nombre N de téléphones à produire pour que la chance d'obtenir au moins un téléphone défectueux soit supérieure ou égale à 0,999. Voilà, donc c'est 99,9%. Sachant que la production de ces N téléphones-là coûte 11 970 000 francs, c'est-à-dire l'ensemble des téléphones, ça coûte 11 970 000 francs à l'usine, en tirera-t-elle profit après la vente de tous les téléphones non défectueux? C'est seulement ça que servent en fait les mathématiques. Donc là, vous voyez bien, c'est vraiment un problème délicat. Donc vous pouvez faire en fait. Donc là, il y a bien sûr beaucoup d'argent en jeu. On va essayer de décortiquer ça étape par étape. Donc je vous demande vraiment de suivre cela. Là, je vais même lire tout. Chaque tirage avec remise est une épreuve de Bernoulli, comme je vous ai dit. Donc c'est indépendant des autres en fait. Le succès, parce que dans l'épreuve de Bernoulli, P, comme je vous ai dit, après on va voir ça ici. P, c'est ce qu'on appelle le succès. Et ici, le succès là, c'est 0,02. C'est-à-dire le téléphone, en fait, on a dit, le chef de l'usine remarque que 2 sur 100 sont défectueux. 2 divisé par 100, c'est 0,02. Donc c'est ça en fait, donc le succès. C'est-à-dire le téléphone tiré là est défectueux. L'usine remarque que 2 sur les 100 sont défectueux. Donc là, c'est en fait le P.
La probabilité de trouver un téléphone défectueux, c'est 0,02. Maintenant, si on répète ça n fois, dans les mêmes conditions, bien sûr, identiques et indépendantes, le nombre x de téléphones défectueux suit bien sûr une loi binomiale. N est 0,02 comme succès. Donc là, la loi binomiale, c'est seulement B, ici N et P. Voilà. Donc N, c'est N fois, donc vu qu'on répète ça N fois. Donc c'est ça en fait que j'ai mis. On recommence ainsi de suite le processus. Ça, c'est N fois. Donc l'événement au moins, on a dit l'événement au moins un défectueux, c'est le contraire de l'événement aucun défectueux. Donc là aussi, sont les P bar et tout, comme vous avez vu ça je dirais même de nombrement. Voilà, ça, on avait traité ça, je pense, sur la chaîne. L'événement au moins, c'est-à-dire Boutoudi Ben, supérieur ou égal à 1. Le contraire, c'est aucun, bien sûr. Donc, ce qui permet de calculer ainsi sa probabilité par passage au complémentaire. Donc là, d'abord, la propriété, ça c'est la propriété que vous avez vue donc, sur votre cours. Donc, xk, donc c'est nk. Là, c'est juste donc combinaison. Donc, vous faites seulement cnk, pk, 1 moins p à la puissance n moins k. Voici la solution. Donc là, d'abord, on regarde le plus petit entier n tel que p de x là soit supérieur donc ou égal à 0,999. N'est-ce pas? Donc, parce que c'est ça qu'on nous a demandé en fait ici. Donc là, on dit la première question, aide le chef de l'usine à déterminer le nombre n de téléphones à produire pour que la chance d'obtenir au moins en probabilité ou bien en dénominant, c'est supérieur ou égal. Au plus, c'est inférieur ou égal. Ça, je vous ai dit ça. Supérieur, on l'a même dit. Ça c'est juste donc du pléonasme. On ne devait même pas le dire. Parce qu'au moins, c'est ça. Supérieur ou égal à 0,99. Donc, c'est ça. Maintenant, la probabilité de trouver ça, comme je vous ai dit dans l'analyse, ça va être combien? Ça va être 1 moins P de x supérieur ou égal à 1 bar. Parce que là, l'événement contraire, ça va être combien? Ça va être combien? L'événement contraire, c'est de supérieur ou égal à 1, c'est aucun. Raison pour laquelle on met 1 moins P de x égale à 0. Donc la raison pour laquelle je vous ai dit, on cherche le plus petit entier n. Maintenant, lorsqu'on le fait, on vient, on remplace seulement ici. Vu que je vous avais dit ici, c'est quoi P, c'est quoi N, il faut venir et directement remplacer en fait. Voilà, donc là je vais réexpliquer pour que vous puissiez mieux voir. Donc ici c'est quoi? La probabilité qu'un téléphone soit défectueux, c'est les 0,02 là. Ça c'est ok, c'est mis à côté, n'est-ce pas? Et quoi encore? Qu'est-ce qu'on sait encore? Ça c'est la première étape. La probabilité pour qu'un téléphone soit défectueux, c'est les 0,02. Parce que c'est 2 sur 100 en fait qu'on nous a dit au niveau de l'énoncé. 2 sur 100 pour que ça soit défectueux. Maintenant, ça c'est notre P. Ça c'est notre P. Donc là, c'est la probabilité qu'il soit bon. Et pour qu'il soit bon, il faut faire. Donc je peux l'appeler Q. Donc là, je vais ouvrir un autre onglet. Vous allez mieux comprendre. Voilà, donc je vais l'écrire là. Je vais barrer ici et l'écrire. Donc pour que la probabilité qu'un téléphone soit défectueux, là je mets P tel défectueux. C'est égal à combien? On sait que c'est 0,02. Ça c'est notre petit P. Maintenant, pour que la probabilité pour qu'il soit bon, c'est quoi? C'est l'événement contraire, c'est 1 moins P. Donc là, je peux l'appeler. Je peux dire P, je peux mettre P tel bon. C'est égal à combien? C'est 1 moins P. C'est-à-dire 1 moins 0,02. Ça va faire combien? Ça va faire 0,98. Ça c'est notre Q. Donc après, on prélève combien? On prélève N téléphone et avec remise. Ça c'est l'énoncé en fait. Donc on dit, on procède, c'est au même. Il décide de mettre, voilà, depuis 10 jours dans une caisse. Il procède comme suit. Il prend un téléphone de la caisse, vérifie son état et remet dans la caisse. Donc là, c'est N fois en fait. Donc il recommence ainsi de suite le processus. Donc là, ça va être égal à combien? Donc, probabilité d'avoir au moins un défectueux, probabilité, je vais mettre P
Je mets ici pour que vous puissiez voir au moins un téléphone défectueux, c'est ce que j'avais mis, P de x supérieur ou égal à 1. Ça va faire combien? Ça va faire donc tout simplement 1 moins Q. Là, je vais appeler ça le Q. 1 moins Q puissance N. C'est-à-dire c'est 1 moins 0,98 à la puissance N. C'est seulement ça en fait. P de au moins un téléphone défectueux. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer ici. Donc ici, en particulier, qu'est-ce qu'il fait là? Voilà, donc en particulier, P de x égale à 0, c'est ça que j'ai mis, c'est 1 moins P à la puissance N. Le 1 moins P là, je vais appeler ça Q, petit q. Donc c'est seulement ça en fait. Donc là, c'est 1 moins 0,98 à la puissance N. Donc là, je vous ai expliqué juste ici. Je pense que c'est bon jusque là. Donc la condition demandée, c'est quoi? La condition qui est demandée ici, c'est qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut? Regardez bien. On veut, le chef veut quoi? Le chef veut donc déterminer le nombre N de téléphones à produire pour que la chance d'obtenir au moins un téléphone défectueux soit supérieure ou égale à 0,999. Donc là, on va mettre seulement ce qu'on vient de trouver là, supérieur ou égal à 0,999, soit supérieur. Donc là, le reste, c'est mathématique. Arrivé jusque-là, vous savez le gérer. Seulement faire les ln, après de transposer, et puis le tour est joué. Donc si on le fait, on se retrouve avec n supérieur ou égal à ça. Donc je vous ai bien dit, attention, donc le signe, sur ce signe-là, ça va bien sûr changer le signe. Parce que ln de 0,98 là, c'est négatif. Il faut bien vérifier les choses, les amis. Donc là, on vérifie, on tape numériquement, et on voit que c'est 341,9. Donc là, le plus petit entier n qui vérifie, c'est 342. Donc le chef, il faut qu'il produise 342 donc téléphone là, c'est-à-dire c'est le n. Il faut qu'il produise ça pour que la chance d'obtenir au moins un téléphone défectueux soit supérieure à 0,999. J'espère que vous avez compris ce que là. Je recommence l'explication. D'abord, il fallait déterminer la probabilité pour qu'un téléphone soit défectueux, parce que c'est ça en fait qu'on nous a donné dans l'énoncé. On l'a déterminé, c'est-à-dire le P là c'est 0,02, c'est la probabilité pour qu'un téléphone soit défectueux. Et l'événement contraire, il faut seulement faire 1 moins P, c'est-à-dire 1 moins les 0,02 là. Et ensuite avec 0,98 que vous voyez là. Donc après, il y a quoi? On applique la formule. On met la condition, c'est 1 moins ça là, supérieur ou égal à 0,999. Donc là, ça équivaut à dire c'est ça. Après, vous factorisez, vous transposez et puis le tour est joué. Parfait. Après ça, c'est la deuxième question. On nous demande, on dit que sachant que la production de ces N téléphones là, de ces 342, c'est pas 342 on avait trouvé, coûte 11 970 000. 342 téléphones correspond à 11 970 000. En tirera-t-elle profit après la vente de tous les téléphones non défectueux? Ça, si vous donnez ça à un élève de CM2, il va le faire. Voilà, donc ça c'est juste, il demande à quelle sorte donc bénéfice. Seulement ça. Il demande ça en fait. Donc là, c'est la vérification, hein, donc vous pouvez voir ça. Ça, c'est remarque, il faut bien faire attention parce que là, c'est négatif. Voilà. Donc, pour calcul du profit, tout ça, c'est des blabla. Revenons ici. D'abord, regardons le nombre moins de téléphones non défectueux. Donc, parmi les 342 là produits, le nombre moins de téléphones non défectueux, c'est 335. C'est 335,16. Parce que vous allez faire seulement n facteur de 1 moins p. Voilà. Donc, ici, regardons ici. Ou bien même normalement, vu qu'on avait trouvé 342, donc le nombre espéré, et que, comment dirais-je, on avait vu que on a 0,98,
la probabilité pour que le téléphone soit bon, n'est-ce pas? Pour que le téléphone soit bon. Et là, le nombre de téléphones non défectueux, c'est 342. Donc, en moyenne, pour avoir quoi? Pour avoir le nombre de téléphones non défectueux, donc parmi les 342 là, on fait les 342 multiplié par quoi? Multiplié par 0,98, tout simplement. Donc, les 342 là qu'on a trouvé, regardez bien ici qu'on a trouvé. On nous a demandé pour la première question, pour le chef, qu'est-ce qu'on lui a demandé? On lui a demandé le nombre N de téléphones à produire pour que la chance d'obtenir au moins un téléphone défectueux soit supérieure à ça, à 0,999. Maintenant, les 0,98 qu'on avait trouvé, ça correspond à la probabilité pour que le téléphone soit bon. Rappelez-vous de ça. Donc, pour avoir en fait la moyenne, n'est-ce pas, l'espérance, ou bien si on peut le résumer ainsi, le nombre de moyens de téléphone non défectueux, on a déjà ça, 342 là, que l'on multiplie directement par 0,98, tout simplement. Voilà, donc c'est le nombre de téléphones non défectueux espéré. Donc là, vu que le consigne nous a demandé 10 puissance moins 1 par excès, donc là, on est obligé de mettre un chiffre après la virgule. Donc, il faut bien respecter les consignes. Donc, on met 335,2 parce que ça peut changer en fait vos calculs. Si quelqu'un prend les 16 là, il peut ne pas avoir ça. Donc là, pour avoir le chiffre moins, vous prenez seulement, vu qu'on nous avait dit 45 000 pour faire quoi? Pour l'unité, pour un téléphone, pour la fabrication d'un seul téléphone, c'est 45 000 francs CFA. Vous voyez bien, les téléphones seront vendus 45 000 francs l'unité. Donc, bien le téléphone, vous n'êtes 45 000 francs déjà. Donc, le nombre espéré de téléphones non défectueux, c'est 335,2. C'est-à-dire, téléphone Yubahi, c'est 335. Donc là, bien sûr, on va vendre les téléphones, les bons, de bons téléphones, en fait, pas les téléphones défectueux. On va vendre les téléphones non défectueux. Maintenant, on prend donc le nombre de téléphones non défectueux qu'on a, qu'on multiplie en fait par le prix unitaire. Le prix unitaire, c'est 45 000. Donc, si on fait 335,2 fois 45 000, on trouve le CA. Le CA, c'est le chiffre d'affaires. C'est pas encore la bénéfice, en fait. C'est pas encore cela. Donc, c'est pas la même chose. Donc, pour avoir, en fait, donc cela, il faut, vu que vous avez le chiffre d'affaires, ceux qui sont des entrepreneurs, ils savent bien ça, la différence entre chiffre d'affaires et bénéfice. Bénéfice, c'est ce qui entre dans votre poche, n'est-ce pas? Et CA, et le chiffre d'affaires, c'est différent du bénéfice, en fait. Le chiffre d'affaires, c'est seulement ce que vous avez. Imaginons, par exemple, vous voulez vendre des paquets de biscuits, par exemple. Vous déboursez 5 000 francs déjà pour acheter, je dis des bêtises, je ne sais pas combien coûte donc le paquet. C'est pas 2500 ou pas. Par exemple, imaginons vous avez acheté 2500 francs pour le paquet de biscuits. Vous avez vendu ça après à 3000 francs. Les 3000 francs là, c'est le chiffre d'affaires. Maintenant, c'est quoi réellement le bénéfice? Ce qui entre dans votre poche, c'est 500. Faites seulement la différence. Vous voyez bien. Donc ça là, c'est-à-dire c'est le nombre de téléphones non défectueux que l'usine vend. C'est les 15 84 000 francs CFA. Parce qu'il a 335 téléphones non défectueux. 2. Maintenant, ça, le coût de production. Le coût de production, on avait vu que c'était 11 970 000 francs. Sur notre exemple donc, de biscuit là, le coût de production, c'est en fait le coût d'achat. C'est-à-dire c'est les 2500 qu'on a acheté. On a acheté 2500, on a vendu 3000 francs. Les 3000 francs là, c'est le chiffre d'affaires. Pour avoir le bénéfice, on met 3000 francs moins 2500. N'est-ce pas? On a 500. Vous voyez bien, c'est seulement ça en fait donc le bénéfice. Donc le bénéfice, on prend le chiffre d'affaires moins le coût de production. Donc le coût de production c'était 11 millions. Donc l'entreprise va se trouver avec un bénéfice moins de 3 114 000 francs CFA. Donc voilà, donc l'usine, bien sûr, il réalise un profit. Parce qu'après vente, on a vu que, donc après la vente des 335 téléphones là, donc on a vu qu'il a réalisé un bénéfice de 3 114 000, ce qui est bon. Donc après la vente des téléphones non défectueux, bien sûr. Donc c'était ça.
J'espère que vous avez compris. Vraiment, c'est un exercice intéressant. Avec ne serait-ce que ces deux questions-là, si vous comprenez bien, vous retrouvez avec les 6 points comme ça, là, facilement. Donc, c'était ça. Donc, le contexte, c'était l'entreprise. Donc, veut vendre les téléphones à 45 000 francs l'unité. Après ça, le chef d'usine, donc, remarque que les 2 téléphones sur les 100 là sont défectueux. Ces téléphones qu'il a, les 2 centièmes, c'est-à-dire les 0,02 sont défectueux. Il décide de mettre tous les téléphones fabriqués depuis 10 jours dans une caisse et de vérifier leurs états. Tous les téléphones qu'il a fabriqués là, il met ça dans les caisses pour vérifier. Il procède ainsi de suite, ainsi de suite. Il prend un téléphone, il vérifie, il remet. Prend un téléphone, il vérifie, il remet. Il recommence. Donc si vous avez ça, soit, s'il met tout dans un caisse, soit il y a succès ou bien échec. Et c'est seulement ça Bernoulli. Bernoulli, il y a échec. Soit il y a échec, soit il y a succès. Si vous avez un exercice pareil, où vous avez un cas où il peut y avoir un succès, ou bien il peut y avoir un échec, dans ce cas, pensez directement à l'épreuve de Bernoulli et faites la loi de binôme de Newton, CNK, PK, 1 P à la puissance K, N K, où P représente le succès. Donc ici, le P là, c'est en fait les 2 centièmes là qui sont défectueux, c'est-à-dire les 0,80, c'est combien même 0,02, voilà les 2 centièmes. Après, pour la première question, on vous demande, vous en tant que mathématicien, en tant que scientifique, d'aider le chef à faire une prise de décision, à déterminer exactement le nombre N de téléphones qu'il va falloir qu'il produise pour que la chance d'obtenir au moins un téléphone défectueux soit supérieure ou égale à 0,999. Là, dans ce cas, comme je vous avais dit, le P représente 0,02. Ça, c'est la probabilité qu'un téléphone soit défectueux. Regardez bien. Maintenant, pour que la probabilité d'un téléphone ne le soit pas, donc il faut que c'est 1 moins P, l'événement contraire, c'est 1 moins P, c'est-à-dire c'est 0,98. Donc le chef, il a 98% pour que le téléphone soit bon et 2% pour que le téléphone soit défectueux. Après ça, donc pour avoir directement la probabilité, c'est-à-dire Bernoulli, on élève seulement, vu qu'il répète ça n fois, on répète n fois donc la probabilité, n fois en fait le Q, c'est-à-dire le 0,98 là, et vu qu'on nous a demandé la condition, ça soit supérieur ou égal à 0,999, il faut mettre ce qu'on a trouvé là, c'est-à-dire les 1 moins 0,98 à la puissance n, on met ça supérieur ou égal à 0,999. Après le reste c'est mathématique, vous transposez, vous mettez ln partout, après vous divisez tout en sachant que les ln de 0,98 là c'est négatif. Après on a donc n c'est le nombre de téléphones à produire, n'est-ce pas? Pourquoi? Pour que la chance d'obtenir au moins un téléphone défectueux soit supérieure à ça. Donc là on l'a trouvé. Et pour la deuxième question, on demande est-ce que le chef va s'en sortir. Et pour savoir si le chef va s'en sortir ou pas, il va falloir regarder le CA, c'est-à-dire le chiffre d'affaires que le chef va faire, que l'on retranche avec le coût de production. Le coût de production est élevé à 11 970 000 francs. Le CA, vous pouvez le calculer facilement, n'est-ce pas, en regardant le nombre, vu qu'on a d'abord trouvé le nombre de téléphones, donc le nombre de téléphones non défectueux, on avait trouvé N serait 342 téléphones produits, c'est total, non défectueux, bien sûr. Donc, on multiplie simplement par le pourcentage, par la probabilité pour que le téléphone soit bon. Donc, on a produit 342 téléphones, n'est-ce pas, au total. 342 là, ça représente donc le nombre, en fait, le téléphone total, en fait, qu'il a produit, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Le nombre de téléphones non défectueux parmi les 342. Donc là, on avait trouvé ça où même. Voilà, ici, c'est N égale à 342 téléphones. C'est le nombre total de téléphones. Maintenant, parmi donc, les 342 là, il y a combien de téléphones qui sont non défectueux? Parce que ce sont les téléphones non défectueux qu'il va falloir vendre. Vous n'allez pas vendre donc, des téléphones donc, avec des écrans qui sont cassés comme ça. Ça, c'est pas possible. Moi-même, je ne vais pas l'acheter. Je ne sais pas vous. On prend ça, qu'on le multiplie par la probabilité pour que le téléphone soit bon. Ça, c'est le nombre total. Ça, c'est la probabilité pour que le téléphone soit bon. Ça rime.
On met ça, on multiplie. On a 335. Donc les 335 là sont les téléphones bons, sont les bons téléphones. Parmi les 342 téléphones là, général. Donc là, pour calculer le CA, ça va être simple. Parce que vu que le coût de production d'un téléphone, bon téléphone je précise, c'est 45 000. On prend les 45 000, qu'on le multiplie par les 342 téléphones, par les 335,2 à bien préciser, parce qu'on nous avait dit d'arrondir à distance moins 1 par excès. On prend 335,2, qu'on le multiplie par 45 000, on trouve 15 84 000. Donc le chef a un chiffre d'affaires de 15 84 000 s'il vend ses 335,2 téléphones. Bien vrai que le 0,2 téléphone n'existe pas, mais c'est ce qu'il nous a dit de prendre distance moins 1 par excès. On a trouvé le CA. Pour le coût de production, c'est 11 970 000. Donc on fait seulement une simple soustraction en faisant CA moins le coût et on se retrouve avec 3 114 000. Donc chef bi daal bu jaayee 335,2 téléphones bi yëpp ba pare dina ko dikkee après 3 114 000 francs CFA. Donc là bien sûr c'est un profit. Si c'était négatif, s'il avait trouvé par exemple, si ici le coût de production de tous ces téléphones là, c'était 16 millions, il va jamais donc faire un profit. On retourne sur notre exemple de Bisco. Si moi j'achète un paquet de Bisco à 2500 et que je vends ce dernier à 2000 francs, je ferai pas le profit. Donc là, bien vrai que j'ai 2000, mais ces 2000 là, donc c'est rien parce que j'aurai moins 500 francs parce que je l'ai vendu plus que je l'ai acheté en fait. C'est la même chose. Mais là, c'est vu que je l'ai vendu moi, mais mon paquet de Bisco à 3000 francs, donc j'ai un profit de 500 francs. Voilà, donc c'est ça. Après la vente des téléphones non défectueux, c'est les 335,2 téléphones. Donc j'espère que vous avez bien compris ici. Donc ça c'est la vérification et là vous pouvez voir l'astuce que je viens de vous dire là. Donc c'est dans la probabilité appliquée à l'économie, le bénéfice se calcule toujours à partir de l'espérance mathématique. Donc, et non sur un certain nombre de pièces vendues. Pensez toujours à préciser la loi suivie par la variable aléatoire et appliquer donc la consigne d'arrondi donnée par l'énoncé. Donc ça c'est juste donc une astuce pour bien faire cela. Donc venons-en au problème. Et vu que je pense on a fait 57 minutes, donc on peut continuer à en faire une ligne droite et continuer directement avec le problème. C'est un problème classique. LN Expo avec ces deux parties. Si vous avez ces trois parties même, forcément ça va être lié. D'abord, cette fonction qu'on vous donne là, c'est pas n'importe donc comment qu'on l'a donné. Forcément, il y aura un lien avec ce qui suit sur la partie B. Ça, vous devez même le savoir parce que vous avez fait je sais pas combien de problèmes. Si vous voyez avec trois cas là, des fois les dérivés peuvent être difficiles. Et pour étudier la fonction, ça va être aussi difficile. Donc, si vous avez déjà étudié la fonction auparavant, vous venez vous plaquer directement en fait d'après la partie A ou bien d'après la question telle dans la partie A. On a ça comme centre de variation. Puis après, vous en déduisez la courbe. C'est exactement donc ça. Vous allez voir. D'abord, ici, on nous a demandé de montrer que pour tout, parce que la fonction elle est définie sur l'intervalle 1 plus l'infini, comme vous le savez. Après ça, on vous demande de démontrer que g' de x est inférieur à 0. Là aussi, sur cet intervalle-là, vous pouvez le faire. Dresser la table de variation, démontrer que c'est bijectif. Là, vraiment, ce sont des questions classiques. Rien que la première partie-là, vous pouvez vous trouver avec combien de points même. Là, c'est 1, voilà, combien, là, c'est 0,50, là, c'est 0,50, c'est 1. Là, c'est 2 points, comme ça, avec cette petite partie. Voilà, donc là, regardons. Donc là, on dérive. Donc voilà, donc pour avoir le signe, il faut savoir dériver. Après, vous faites le tableau de variation et regardez l'image. Tout simplement cela. Donc lorsqu'on dérive, on a moins ln de x moins 1. Il faut bien dériver aussi. Ne faites pas des erreurs parce que ça va se répercuter après. Toute erreur que vous ferez sur cette partie A là, forcément ça va se répercuter sur le reste. Vous n'aurez pas une bonne courbe après, ça c'est sûr. Donc il faut faire les choses étape par étape. Même si la dérivée là, elle semble vraiment facile, faites étape par étape. Parce que là, c'est produit. Si vous avez un produit,
U' V plus V' U, étape par étape. Ça c'est U, ça c'est V. Ou bien ça c'est V, ça c'est U, ça dépend de vous. Mais appliquez vraiment l'étape donc pour bien vous en sortir. Donc là, on a ça comme U'. Maintenant, le reste c'est... Voilà. Pour avoir ça, des fois, la manière la plus simple, c'est de poser G' supérieur égal à 0. Si vous posez G' supérieur égal à 0, vous aurez quoi? Vous aurez ln de x, les amis, inférieur ou égal à combien? À moins 1. Faites attention surtout à cela aussi. S'il vous plaît. Pourquoi? Parce que là, il y a un signe moins. Des fois, c'est ce qui vous pose problème. S'il y a un signe moins, vous oubliez de changer en fait le sens de l'égalité. Et si vous changez ça, vous êtes foutu pour le reste. Donc là, ce que j'ai fait même, j'ai posé ça, supérieur égal à 0. Maintenant, on a, après là-bas posé, on a ln de x inférieur égal à moins 1. Là, vous savez quoi? Vous savez que ça, c'est inférieur à 0 aussi. Donc là, on a g' de x inférieur à 0. Parce que là, vous avez bien vu que c'est moins 1. C'est la méthode la plus rapide de faire cela. Donc là, vu qu'on avait ça sur cet intervalle-là, 1 plus l'infini, et que 1 plus l'infini là, 0, 7 n'est pas dedans, mais c'est inférieur à 0. Vu que si c'est inférieur à 0, donc forcément ça va être inférieur forcément donc, sur cet intervalle-là. Donc pour tout x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, ça va être égal, ça va être donc négatif. Directement, ce qu'il fallait démontrer. Pour le tableau de variation, il faut faire donc les limites en plus l'infini là et tout. Donc vu qu'en 1, vous faites que remplacer. On remplace, on trouve 1. Vous remplacez, vous faites la limite en plus l'infini. Parce que ça, c'est seulement ça les limites aux bornes en fait. C'est ça les limites aux bornes. Maintenant là aussi, il y a des élèves qui vont tomber dans l'erreur. Ils vont regarder G là. Ils vont essayer de faire DDF. Là, si vous faites DDF, vous allez vous trouver avec 0 plus l'infini. Parce que là, seulement x est là. Mais c'est pas ça. La fonction, on l'a bien dit. Si la fonction est définie auparavant, c'est ça DDF. On l'a défini sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, prenez ça et travaillez ça comme étant votre DDF. N'essayez même pas de chercher ici, par exemple, en mettant là, c'est 0 plus l'infini ouvert en 0. Voilà. Ne faites pas ça. Regardez ce qu'on vous a donné. Travaillez là-dessus. Donc, pour la table de variation, c'est simple. Vous calculez ça. Donc, on a 1 plus l'infini. Donc là, c'était négatif. Donc, ça va être décroissant. Donc, voici la table de variation pour être beaucoup plus simple. Là, c'est décroissante. Là, c'est 1 plus l'infini. En plus l'infini, c'est moins l'infini. Après, toujours les amis, vérifiez si c'est bon avant de continuer. Vérifiez d'abord si ce que vous avez fait là, c'est bon ou pas. Qu'est-ce que j'entends par c'est bon ou pas? Si ça là a du sens. Parce que des fois, vous faites des erreurs concernant ici. Raison pour laquelle vous aurez toujours des problèmes à tracer des courbes. Là, on sait que c'est cohérent. Ça quitte 1 pour descendre à moins l'infini. Parce que 1 est supérieur. Maintenant, ici, si vous avez 1, là, vous avez plus l'infini. Mais les amis, ça, c'est impossible. On ne peut pas quitter 1 pour descendre à plus l'infini. Au contraire, on quitte 1 pour aller en plus l'infini. Là, ça devait être croissant. Si vous avez ça, c'est pas bon. Voilà. Donc là, on avait trouvé que c'est moins l'infini. Donc, parfait, on continue. Voilà. Donc là, on regarde la bijection, toujours la phrase. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, G est continu et strictement décroissante. Donc, bijectif de 1 plus l'infini vers G de 1 plus l'infini égale à moins l'infini 1. Point barre. Donc, c'est bijectif. Donc, voilà, réalise une bijection. Tout simplement. Voici donc la propriété en fait. Continu exactement monotone. Donc, ça réalise une bijection de I vers G de I. Donc là, seulement ça. Donc, ça réalise une bijection de 1 plus l'infini sur moins l'infini 1. Après, on me demande donc l'unicité. Donc, G de 0, x égale à 0 admet une solution alpha. Là aussi, ce sont les mêmes questions. Donc, vous regardez si 0 appartient à l'intervalle d'arrivée, et c'est bien le cas, 0 appartient bien ici. Donc, directement, l'équation G de x égale à 0 admet une unique solution alpha. Point barre. Voilà, donc là, vous voyez bien ce que j'ai mis là. Donc, 0 appartient à l'intervalle qui est dans l'ensemble d'images, comme je viens d'appeler la question précédente. Vu que aussi G réalise une bijection, donc chaque élément de l'ensemble dérivé admet un et un seul antécédent. En particulier, 0 admet un unique antécédent. Ça, c'est un peu long. Mais il faut dire seulement ce que je viens de vous dire. G est bijectif
Donc, et de 1 réelle utilisation de 1 plus l'infini sur moins l'infini 1 et que 0 appartient à l'intervalle moins l'infini 1. Donc, l'équation Gx égale à 0 admet une unique solution. Pour l'encadrement, il faut chercher G de 1,7 et G de 1,8. Essayer de faire le produit et regarder si c'est négatif. Et là, on a bien vu que le produit de ça c'est bien négatif. Donc, alpha est bien dedans. Voilà. C'est parfait. Après, on vous demande le signe de G sur 1 plus l'infini. Donc, G sur 1 plus l'infini, ça va faire combien? Il faut bien regarder parce que là, il faut seulement regarder la table de variation ici. Il faut regarder la table de variation ici. Je vais gommer ça. Là, c'est 0. Donc là, vous faites ça. Là, c'est alpha. Seulement. Là, cette partie-là, vous savez que tout ça qui va être ici, ça va être négatif. Et là, toute cette partie-là, ça va être positif. Donc, sur l'intervalle 1 alpha, ça va être positif. Et sur l'intervalle alpha plus l'infini, ça sera négatif. Seulement ça que j'ai écrit ici. Voilà, vous pouvez voir. Seulement ça. Maintenant, l'astuce pour la partie B. Regardez bien ce que j'ai mis là. Ce résultat sur le signe de G sera utilisé à la partie B pour étudier le signe de F'. Toujours. Pensez toujours à conserver, s'il vous plaît, ces résultats-là. Écrivez ça de côté dans votre brouillon pour bien gagner du temps en fait. Voilà, c'est l'esprit même de problème de baccalauréat en plusieurs parties. C'est exactement ce que je vais vous dire. Si on vous donne plusieurs parties là, les parties là seront anasomosées. En SVT, vous avez vu ça, c'est complètement lié. Donc, pensez à mettre les résultats là, surtout le signe de côté, parce que ça va revenir. Maintenant, la partie B, c'est une fonction raccordée. Donc là, on a deux conditions. On vous demande de montrer que f est défini sur R. Donc là, pour le DRF aussi, c'est classique, hein? Vous avez l'habitude de le faire. Vous allez faire d'abord la première condition, faire l'intersection et tout pour avoir cela. Donc là, rapidement ça, même je vais un peu bousculer parce que vous aurez ça. D'abord, pour la première chose ici, vous allez trouver, là c'est entre moins l'infini 1, n'est-ce pas? Donc là, vous posez ceci supérieur strictement à 0. Après, vous faites l'intersection entre moins l'infini 1 et ce que vous allez trouver ici. La même chose aussi, pareil, ici aussi. Donc là, il y a une seule condition, x, c'est 0 plus l'infini. Et là, c'est 1 plus l'infini. Vous faites l'intersection là. Donc, vous allez trouver 1 plus l'infini. Là, vous allez trouver ici moins l'infini 1. Faites l'union maintenant des deux pour avoir donc R. Donc, c'est exactement cela. Donc, RF est défini donc sur R. Après, on vous demande les limites de ça. La limite de A plus l'infini de L index sur X. L index sur X moins 1. De rappeler juste. Et vous avez un point, les amis. Rappel. Question de cours. Tout simplement. On vous donne les points gratuitement comme ça. Vous ne les prenez pas. Au bac, il faut savoir vraiment là chercher des points. Vous pouvez vous retrouver avec vraiment un 15 facilement. Il faut savoir là où chercher les points en fait. Il y a ces questions-là. Vous, du plus grand jamais, vous n'allez jamais les fausser. Et là, sur la correction même de l'épreuve du bac, voilà, des fois ici il y avait quelques petites erreurs, raison pour laquelle je ne l'ai pas projeté. Mais il y a des grilles, il y a des commentaires. Si par exemple, là regardez bien, pour l'équation du système, si le candidat calcule le discriminant et trouve delta égale à 1, ensuite obtient les racines de l'équation, vous lui donnez 0,125 points. Regardez ça. Calcul delta, trouvez les racines, vous avez 0,125. Et il ne faut pas minimiser ces 0,125 points, c'est quelque chose. Voilà, donc là, il a passé par ordre, comme vous pouvez le voir. Mais moi, j'ai utilisé donc identification. C'est pareil au même. La même chose. Là aussi, ici, l'étudiant, il y a des grilles, regardez bien. Calcule directement le module. Ensuite, détermine un de ses arguments. Alors, vous lui donnez 0,50. Voyez bien, donc là, ce sont des choses où vous devrez vraiment profiter de ça. Donc là, ce sont des rappels. Hein. Donc ça, c'est 0, ça, c'est plus l'infini. Ça, c'est 1 directement. C'est pas croissance comparée comme ça. Donc, faites seulement dériver, le nombre dérivé. Et puis, c'est tout. Ça, les rappels. Les limites aux bornes aussi, on vous demande cela. Donc là aussi, ça va être vraiment pas assez difficile que ça.
Donc là, vous avez les deux termes là qui sont les mêmes. Avant de lever l'indétermination aussi, s'il vous plaît, regardez si vous avez déjà une forme indéterminée ou pas. Là, on l'a bien sûr. On l'a bien sûr parce que là, c'est à la limite en combien? À 1 moins. On a bien sûr cela. Raison pour laquelle j'ai essayé de lever l'indétermination. Est-ce que vous avez compris? Voilà, donc c'était R même. C'était R, hein? C'est moins l'infini plus l'infini seulement. Donc en moins l'infini, il faut utiliser cette fonction-là. En plus l'infini, il faut utiliser cette fonction-là. Voilà, donc là, en moins l'infini, vous aurez bien sûr. Donc là, c'est plus l'infini. Là aussi, vous le faites. Vous aurez aussi plus l'infini. Vous aurez combien même? Là, d'abord, en faisant, voilà, vous aurez même pas, hein, vous pouvez même pas avoir, donc, comment dirais-je, une forme indéterminée, comme ici. Donc là, mais c'est pour essayer de combiner un peu, raison pour laquelle je l'ai fait comme ça. Mais, donc, la limite en moins l'infini, oui, là, c'est une forme indéterminée. Vous aurez 0 fois infini, bien sûr. Donc là, ça va être 0, là, ça va être infini, raison pour laquelle. Après, vous levez l'indétermination. Mais par contre, si c'est des plus l'infini, là, plus l'infini, vous venez, vous mettez par produit, on a cela, et vous passez à autre chose. Donc là, on a levé, on a trouvé plus l'infini. La limite en plus l'infini aussi, il faut prendre l'autre. Il faut prendre cette équation-là, n'est-ce pas? Donc là, encore une fois, vérifiez si vous avez une FI ou pas. Là, ça va donner plus l'infini pour ln. Là, ça va donner combien? Ça va donner 0. Donc 0 fois infini, c'est FI. Donc après, il va falloir essayer de savoir comment poser, comment faire le changement de variable pour trouver donc la bonne réponse. Donc là, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai essayé de faire? J'ai multiplié ici. Vu que ici il y a expo, on a expo de moins x plus 1. Là, c'est expo de x. Si ça revient ici en haut là, ça sera expo de moins x. Expo de moins x fois e. Donc vous avez vu que expo de a fois expo de b, c'est expo de a plus b. Donc là c'est 1, donc on aura 1 moins x. Ou bien moins x plus 1, ça revient, c'est la même chose. Après ça, donc le reste ça va être simple. Parce que vous savez que cette limite là, ça tend vers 0 par croissance comparée, n'est-ce pas? Après, donc expo de x sur ln de x, ça va tendre vers plus l'infini, n'est-ce pas? Donc on a quoi au début? Donc là c'est 0. Donc là aussi on a e, ça reste seulement ici e. Là c'est e. Fois combien? Fois 0. On est d'accord. Seulement ça. Donc e fois 0, vous aurez ici 0. Voilà, donc là c'est la manière la plus rapide de trouver ça. Donc les résultats sont ça, sont moins l'infini et 0. Donc après, là voilà quoi, il y a quelques remarques pour les asymptotes là, pour les interprétations graphiques. Donc là on vous demande de rappeler, diriger les branches, la branche infinie de f en moins l'infini. Donc en moins l'infini, on devait trouver quoi? On devait trouver plus l'infini. Il faut passer à l'étape suivante. Si vous avez trouvé infini, il faut faire f de x sur x pour regarder ce que vous aurez. Donc en le faisant, n'est-ce pas, ça sont des calculs. Hein? Là, je pose ici, si vous voulez, donc grand x ici, grand x ici. Donc vous calculez les trucs, vous aurez après moins l'infini. Donc si vous trouvez, en plus de faire f de x sur x infini, là directement c'est branche parabolique. Et de direction quoi? De direction OY. Tout simple, parce que là on a trouvé donc moins l'infini en fait. Voilà, donc c'est ça. Donc ce sont des interprétations. Là, comme regardez bien, ici il y a asymptote horizontal, asymptote vertical, mais là on l'a pas ici. Si vous trouvez plus ou moins l'infini, passez directement donc à la branche parabolique. Voilà. Ok. Si c'est réel, vous continuez pour pour chercher l'asymptote oblique. Voilà. Donc après ça, c'est bon de montrer la continuité, la dérivabilité et la dérivée. Donc là aussi, la continuité, vous faites les limites, n'est-ce pas? Vous comparez avec f de x0, tout simplement. Vous voyez bien ce que j'ai fait. Donc là, on a trouvé 0, là 0, en 1 moins et en 1 plus, tous les deux. On a trouvé 1 moins, là 0, là 0. F de 1 aussi, c'est 0. Donc
par conclusion, ça se coïncide, c'est 0. Donc là, c'est continu automatiquement. Pour la dérivabilité aussi, donc vous faites seulement la limite f de x moins f de x 0 sur x moins x 0. Et les amis, de grâce, il faut calculer attentivement. Prenez votre temps et calculez comme il se doit. Donc là, la vidéo risque d'être longue, raison pour laquelle je continue comme ça. Mais vous, normalement, vous devez le savoir. Comment faire ça facilement. Donc là, il y a factorisation déjà. C'est moins ln de x moins plus 1. Donc si x tend vers si x tend vers 1 moins, on a directement plus l'infini calculé. Donc là, pour l'autre, on peut passer même par le taux d'accroissement. Voilà. Pour x supérieur, pour la limite à 1 plus, passer par taux d'accroissement. C'est quoi taux d'accroissement? Donc là, d'abord, vous pouvez poser ça là. Là, f de x moins f de 1 sur x moins 1. F de x moins f de x 0 sur x moins x 0. Donc là, je peux l'écrire sous cette forme-là, n'est-ce pas? Je détache seulement. Ln de x moins ln de 1 sur x moins 1. Donc là, on sait que ça là, ça tend vers 1. Vous remplacez seulement le x là par 1. Donc on a moins 1 plus 1, c'est 0. X de 0, c'est 1. Donc pour la question 1b aussi, là, des fois aussi, pour aller beaucoup plus vite, vous pouvez vous baser sur les autres questions. Donc ln x moins 1 sur x moins 1, là c'est directement 1, en posant donc ici ln comme étant notre f de x. Donc là, vous faites seulement la dérivée. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. 1 sur x, vous remplacez x par 1, vous aurez 1. Seulement, pour aller beaucoup plus vite encore. Donc par produit des limites, on a ça là. Ça tend vers 1. Là aussi, c'est 1. 1 fois 1 égale 1. Automatiquement. Maintenant, vu que les deux ne sont pas les mêmes, donc ce n'est pas dérivable. Automatiquement. Donc pour l'interprétation graphique, vous pouvez dire, donc ça admet un point angulaire, en fait au point 1, 0. À gauche, vu que ce n'était pas du tout dérivable, on avait trouvé infini. Donc là, il y a une demi-tangente verticale. Et pour savoir de quelle direction, il faut seulement regarder ici le produit. Là, on avait trouvé plus l'infini fois moins 1. Donc ça sera de direction, ça sera vers le bas, n'est-ce pas? La pente. Nice. Après, je saute là, je pense on était où là même? Voilà, ici. Donc à droite, vu qu'on avait trouvé 1, il faut seulement regarder la droite. C'est y égale à x moins 1. N'est-ce pas? Parce que vous faites y égale à f' de x 0 facteur x moins x 0. Plus f de x 0 pour trouver en fait cela. Voilà. Donc là, pour la dérivée, vous voyez ce que je vous avais dit. Calculer et étudier son signe. Donc pour calculer f', regardez bien f'. C'est quoi? Sur cet intervalle-là, on nous a dit moins l'infini, 1. Ça d'abord. Là, on a un produit, vous faites u' v plus v' u, tout en prenant votre temps. N'est-ce pas? Donc, on prend tout notre temps, on regarde qu'est-ce qu'on a pour bien dériver ça, en fait. Donc, si on a dérivé, si on dérive, on a moins ln de x plus 1 moins 1. Là aussi, on fait la même chose qu'avant, on pose supérieur à 0 et on regarde qu'est-ce que ça nous donne. Donc, on a 1 moins x supérieur à 1 moins exposé de moins 1. Donc là, qu'est-ce qu'on aura ici? Donc ça là, c'est positif si x est supérieur strictement à 1 moins exposé de moins 1. Seulement ça. Donc c'est négatif en fait sur cet intervalle-là. Là, j'ai appelé ça comme étant égal à x0. Parfait. Maintenant, pour l'autre, ça c'est vérification seulement. Maintenant, pour l'autre là, on nous a demandé d'utiliser g de x. Essayez de dériver pour voir. Maintenant, si on dérive ça, c'est u' v plus v' u. Là, qu'est-ce qu'on trouve? Là, ça là. Ça, c'est quoi? C'est g de x. 1 moins x ln de x là, c'est g de x, rappelez-vous. Regardez, 1 moins x ln de x. C'est pour laquelle je vous dis à chaque fois, vous basez de ça. Sinon, ça va être ça là, ça va être difficile de trouver le signe. Ça va être difficile. Mais rien que ça, vu qu'on savait déjà le signe de g, x aussi, si on a x supérieur à 1, on peut savoir directement, donc le signe, ça va être forcément strictement positif, n'est-ce pas? Donc le reste là, ça va, on a expo de moins x plus 1, et le facteur là, on sait que c'est exponentiel, donc forcément ça va être strictement positif.
Donc, le signe va dépendre de g de x. Tout va, tout simplement ça. On l'avait déjà établi dans la question 6. Donc, ça va être positif sur l'intervalle 1 alpha et négatif sur l'intervalle alpha plus l'infini. Tout simplement, on a la même chose qu'avec G. On retourne un peu en arrière et vous allez voir. C'était où là? Voilà, c'est juste là. Ça c'est bisection. Voilà, regardez. Un alpha positif, alpha plus l'infini, négatif. Et f de alpha là, c'est extrêmement en fait. Tout simplement. Ok, parfait. Donc, on peut continuer. Après ça, ok, c'est bon. On l'a dérivé, on a trouvé, voilà, c'était ici. Vous voyez bien, c'est la même chose. Donc là, c'est un maximum en fait au niveau de alpha, lorsque x égale à alpha là c'est un maximum. Et des fois aussi, donc ça, c'est ce que je vous ai dit, je vous disais, hein, passez toujours à chercher les liens là entre ces parties. Donc pour la table de variation, on a tout. On a entre l'intervalle, cet intervalle là, comment dirais-je même, regardez bien, lorsque x est inférieur à 1, on a tout ce qu'il nous faut. Là, on a tout ce qu'il nous faut. C'est négatif sur cet intervalle-là. Entre moins l'infini et entre moins l'infini et 1 moins expo de moins 1. Et entre 1 moins expo de moins 1 à 1, c'est positif. N'est-ce pas? Donc, et pour l'autre là, ça va dépendre de G. Tout simplement. Donc là, vous tracez votre table de variation comme il se faut. Voilà. Donc là, c'est un peu même mal fait. Donc peut-être c'est le texte que je vous ai fourni. Mais je vais le faire donc sur l'autre page pour que vous puissiez mieux voir. Donc là, je vais le faire ici. Voilà, pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc là, je vais tracer le tableau ici. Et surtout aussi, s'il vous plaît, avec les tableaux, vous pouvez mettre un petit résumé sur les limites que vous avez. Donc pour essayer de gagner du temps en fait. Ça va être beaucoup plus simple pour vous. Au lieu de rester là vraiment à perdre du temps comme ça. Donc vous pouvez le faire, gagner du temps. Donc là, c'est F'. Là, c'est F pour les variations. Là, je vais mettre X. Donc là, ici, on a combien? Là, c'était défini de moins l'infini à plus l'infini. Ici, j'avais mis x0, je l'ai appelé x0, c'est 1 moins expo de moins 1. Là, j'avais mis 1, et là, c'est alpha qui est là, n'est-ce pas? Là, ça s'annule ici, là aussi, ça s'annule. Là, on avait trouvé que c'était négatif ici, là, c'était positif, là, c'était positif, et là, c'était négatif. Cette information-là, je l'ai seulement à partir de ces questions-là. Je l'ai tiré à partir de ces questions, tout simplement. Si vous faites un bon tableau de variation, le reste, ça va être bon. Ça, je vous le dis. Le tableau de variation, ça reflète un peu la réalité. Donc, la limite en moins l'infini, on devait trouver, c'était plus l'infini. Donc, ça décroît. Là, vous calculez, au niveau de votre calculatrice, f de 1 moins expo de moins 1. Vous allez trouver ici moins expo de moins 1, n'est-ce pas? Et là, c'est ça quoi? F de 1, c'était 0, n'est-ce pas? Souvenez-vous. Mais vu que en 1, c'était continu, on va pas faire ça. On va continuer. C'est ça la continuité, n'est-ce pas? Pourquoi ça ne s'efface pas là? Je vais mettre la source là. Voilà. Donc là, je vais continuer jusque là. Je vais mettre ici 0. Et là, ça va décroître. F de alpha là, je vais mettre ici f de alpha juste. Et là, la limite à plus l'infini, on va trouver 0. Après, toujours, comme je l'avais de vous le dire, essayez de vérifier si le tableau a du sens ou pas. Ça quitte plus l'infini pour aller à moins expo de moins 1. Là, parfait. Ça a du sens. Ça quitte moins expo de moins 1 pour aller en 0. Là aussi, ça a du sens. Ça quitte de 0 pour aller à f de alpha
Parce que alpha, pour l'avoir, vous pouvez faire donc la moyenne. Hein. Ça, c'est pas diable. Vous pouvez faire la moyenne 1,7 plus 1,8 divisé par 2. Ou bien vous pouvez faire après les méthodes de balayage, la dichotomie, si vous voulez, pour avoir la valeur en fait un peu exacte de alpha. Mais pas exactement ça. Et des fois même, on vous demande de prendre alpha égale à tel dans les x. Mais là, on l'a pas mentionné si je ne me trompe pas. Donc, c'est à vous de prendre alpha. Si vous prenez alpha ici en faisant juste donc, comment dire ça, je pense la moyenne c'est 1,75. Donc, vous prenez 1,75, vous remplacez dans votre fonction f de 1,75, vous remplacez ça ici, ça supérieur égal, pas ici. Remplacez ça ici, vous allez trouver que ce que vous allez trouver là, c'est supérieur à 0, n'est-ce pas? Donc là, c'est bon. Et là, ça quitte aussi cette valeur-là pour décroître. Donc là, c'est bon, mon tableau de variation. Donc là, vous pouvez continuer aisément. Mais si vous trouvez qu'il y a des défaillances, là, il y a des trucs aussi que vous n'avez pas bien trouvé dans les questions précédentes. Voilà. Donc là, avec notre tableau de variation, donc là, il faut aussi bien analyser. Avant de tracer la courbe, je pense que c'est ça qui suit. Voilà, tracer la courbe. Donc, pour bien tracer la courbe aussi, il faut bien regarder. Là, d'abord, ici, on a ce qu'on appelle un extrémum. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ici, c'est quoi? C'est minimum ou maximum? C'est minimum. Parce que là, on a d'abord moins, là, plus. Donc là, ici, le point 1 moins exposé de moins 1 et moins exposé de moins 1, c'est un minimum local. C'est un minimum. Regardons là aussi. C'est quoi? C'est maximum. Parce que là, d'abord, on a plus. Ça s'annule en changeant de signe. Là, c'est pas un maximum ni minimum. Parce que ça s'annule pas. Ça ne change pas de signe. Donc là, on a deux extrémums. Maximum et minimum. C'est ce qui va vous guider à regarder un peu l'allure de votre courbe. Ça passe où? Et aussi, là aussi. Ça. Et ça. Ça va vous guider aussi à bien savoir si vous avez asymptote ou bien, donc, comment dirais-je même, asymptote oblique, horizontal, branche parabolique et tout. Là, on a trouvé que c'était plus l'infini. On avait trouvé que on avait une asymptote oblique de direction l'axe des ordonnées. Là où ça signifie quelque chose. Là, vous avez trouvé en plus l'infini égal à 0. Donc là, directement, c'est une asymptote horizontale, n'est-ce pas? Donc, direction OX. Donc, c'est tout simplement cela. Après ça, donc le reste c'est de placer ces points-là. De placer ces points. Et puis c'est tout. Hein. Vous faites tranche par tranche. S'il vous plaît. Prenez d'abord donc cette partie-là, moins l'infini. 1 moins exposé de moins 1. Vous traitez cette partie. Ne regardez pas les autres. Après, prenez cette partie-là encore. 1 moins exposé de tout ça à 1. Après, prenez cette partie. Après, prenez cette partie. Mais vous, ce que vous voulez tracer automatiquement la courbe en une seule tranche. Ça, c'est impossible. Donc là, on regarde ensemble l'allure de la courbe. Donc, vous aurez ça comme ça. Ça, c'est notre, regardez bien, ça, c'est notre branche parabolique. Direction, l'axe des ordonnées. Ça, c'est l'axe des ordonnées qui est là, OY. Ça fuit un peu. Donc là, c'est le minimum. Et là, c'est le maximum. Ce sont les premiers trucs à faire, vraiment. Après, tracer les branches paraboliques. Et là aussi, vu qu'on a trouvé en plus l'infini, on avait trouvé une asymptote horizontale. Là, vous voyez, ça s'approche un peu donc de l'axe des abscisses. Après ça, vraiment, au voisinage de moins l'infini, là, vous voyez bien l'asymptote. Jusque là. Ça quitte un peu. Regardez bien ici. Je vais montrer. Je vais essayer de vous lire comment lire un tableau de variation. Écoutez bien, sur l'intervalle moins l'infini à 1 moins exposé de moins 1, je vais changer un peu la machine. Voilà, donc sur l'intervalle 1 moins l'infini, je vais essayer de supprimer tout ça. Voilà. Sur l'intervalle moins l'infini, 1 moins exposé de moins 1, là, la courbe quitte
moins l'infini. La courbe quitte ici, regardez bien, c'est ça l'allure de la courbe. La courbe quitte plus l'infini pour aller en moins expo de moins 1. Ça, c'est la première partie qui est là. Sur l'intervalle, là sont les x. Ce sont les axes des abscisses. Regardez bien, l'axe des abscisses. Là, ça saute comme ça. Voilà. Ok. Maintenant, sur l'intervalle, là c'est moins l'infini, là c'est plus l'infini. En x, la courbe quitte plus l'infini. Et plus l'infini là, c'est en y. Regardez bien, c'est en y. La courbe quitte plus l'infini. Maintenant, plus l'infini là, on avait une branche parabolique. Donc ça va faire comme ça. C'est ça, en fait, l'allure de la branche parabolique. Ça c'est y, au y. Ça suit ici. Pour aller directement au niveau du point là, ce point là c'est moins expo de moins 1. Jusque là c'est bon. Ce point là que j'ai mis là, c'est moins expo de moins 1. Et là aussi, avant de faire ça, vous faites savoir la courbe quitte. La courbe, où est-ce que la courbe coupe en fait? Au niveau des abscisses et au niveau de l'axe des ordonnées. Pour savoir là où la courbe coupe en fait au niveau de l'axe des ordonnées, vous résolvez seulement l'équation f de x égale à 0. Et pour résoudre l'équation f de x égale à 0, f de x égale à 0, vous allez regarder en fait cette fonction-là. Vous regardez f de x égale à 0, ça va couper où exactement au niveau de l'axe des ordonnées. Au niveau de l'axe des ordonnées, vous allez faire seulement f de 0. Vous allez regarder ici, vous remplacez par f de 0 pour voir en quelque sorte. Donc là, vous aurez ici, si vous faites f de 0, vous aurez combien? Ici, vous remplacez par 1, vous aurez 0. Donc là, c'est bon. Donc ça veut dire que ça va couper en fait. Donc pour savoir là où ça coupe en fait au niveau de l'axe des abscisses, vous allez résoudre f de x égale à 0. F de x, parce que là, il n'y a pas y. F de x égale à 0. Maintenant, si vous résolvez f de x égale à 0, ici, vous aurez combien? Vous aurez 1 ici. Parce que là, vous remplacez 1, vous aurez 0. Donc, raison pour laquelle ici, ça coupe ici 1 à 1. Pour savoir là où ça coupe, en fait, au niveau de l'axe des ordonnées, vous allez faire seulement f de 0. Vous faites f de 0 pour regarder là où ça coupe. Maintenant, pour avoir f de 0, regardez bien, il faut remplacer ça ici. F de 0, c'est ici. Parce que 0, et ça appartient à l'intervalle moins l'infini 1, mais non pas ici. Donc là, on regarde, vous faites 0, vous aurez ici 1, la Rn de 1, vous aurez 1 fois 0, ça va faire 0. Donc la courbe va couper au point 0 aussi. Vous voyez, il y a beaucoup d'informations que vous pouvez traiter avant même de tracer la courbe. Mais vous voulez directement tracer la courbe maintenant. Ça, c'est pas pédagogique. Faites étape par étape. D'abord, on a fait les points, on a tracé la tangente, on a fait les minimum local, maximum local. Après, l'asymptote là qui existe pour avoir un peu l'allure là où la courbe va passer. Ou bien, après avoir même tracé ça, prenez en fait 5 points. Prenez un point, vous regardez, vous calculez ça. Par exemple, si on prend ici 2, vous regardez 2, je vais remplacer ça ici. Vous regardez 2, l'image, ça va faire combien ici? Vous calculez, vous regardez à peu près dans votre courbe si ça touche. Ça va permettre de vérifier si vous avez donc une bonne courbe ou pas. Voilà. Donc là, au finish, vous aurez cette courbe-là. Est-ce que vous voyez? Donc en 1, ici, voilà, donc c'était la pente comme ça, au niveau de comment dirais-je, même du point angulaire. Donc voici un peu l'astuce. Pour tracer une courbe avec point angulaire, marquez clairement la rupture, ça c'est juste donc l'astuce. Le jury valorise une figure qui traduit fidèlement les résultats. Donc ça c'est juste donc les interprétations là, les points là, les comment dirais-je, même les asymptotes, les branches paraboliques, maximum, minimum. Il faut bien pratiquer ça. Je vais regarder un peu ce que dit la correction là pour le barème. Dit quoi pour la courbe? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires ici. Il n'y a pas de commentaires. Bon, il n'y a pas de commentaires sur la courbe, mais il faut vraiment, s'il y a des détails là qui comptent. Des fois, même si vous placez donc les asymptotes là et tout, on vous donner quelques points. Voilà. Mais pour ça, il faut bien tracer un bon tableau de variation avant tout, bien sûr.
Maintenant, pour la partie C, c'est la fonction réciproque. Et la fonction réciproque, pour trouver ça, il faut bien sûr avoir une bonne courbe, les amis. Ne vous fatiguez pas. Si vous n'avez pas une bonne courbe en F, jamais vous allez tracer une courbe réciproque. Là, c'est 0. La courbe, c'est combien même? C'est combien de points? 0, c'est où même là? Voilà, 0,75. 0,75. Là, vous montrez, voilà, vous montrez H admet une fonction réciproque. Ça, c'est simple. Ce sont les propriétés là juste. Donc, je pense, là, il n'y a pas de tracer la fonction réciproque. Oui, il y a ça ici, de tracer. Donc, le reste que les courbes là, vous avez 0,75, 0,25. Vous avez ici un point sur la courbe. Vraiment, c'est quelque chose qu'il faut prendre. Voilà, donc là, pour montrer ça, voici un peu donc, la stratégie qu'il faut mettre. Il suffit donc de vérifier la continuité et l'autre tableau là de variation, tout simplement ça. Donc, vu que c'est des segments décroissantes, c'est continu, donc la restitution aussi. Donc, d'après le théorème de la bijection, H réalise une bijection de alpha plus l'infini sur son intervalle d'image et admet aussi une fonction réciproque H-1. Pour avoir en fait donc l'ensemble des définitions de H-1, donc c'est seulement l'image. Vous allez seulement regarder l'image. Moi là, des fois, comme on le dit, pour la fonction réciproque, vous avez deux tables de variation. C'est tout simplement. Vous mettre table de variation place x et place y, beaucoup de paires. Tu auras en fait la réciproque, tout simplement. Donc, on a dit sur quelle restriction? Regardez bien. On a restreint donc sur l'intervalle alpha plus l'infini. Là, j'avais fait, c'est où? Alpha plus l'infini, c'est cet intervalle-là, c'est parti. Là, c'est système décroissant, c'est continu, système décroissant. Donc, voilà, pour déterminer donc l'existence de H-1. Et après, pour avoir le tableau de variation, vous allez seulement intervertir en fait la place de x. Et là, ça va revenir ici. Et les alpha là et tout vont revenir là, tout simplement. Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici. Donc là, c'est 0 plus. Et là, c'est... voilà, donc expo de moins alpha plus 1 et tout. Donc voici, donc au finish, vous avez vu. Là, c'est défini sur l'intervalle 0, f de alpha. Donc comme je vous disais, l'ensemble des définitions, c'est ici en fait, au niveau de x. Donc là, ça sera défini sur 0, f de alpha. Tout simplement ça. Donc pour avoir la courbe, moi j'ai seulement pris en fait alpha plus l'infini. Je vais pas tout retracer en fait. Je n'ai pris que alpha. Vu que ici c'était alpha plus l'infini. Pour avoir la courbe, il faut tracer, vous allez faire la première bisectrice. Vous prenez ce point-là, vous calculez, faites ce point-là, vous faites la symétrie orthogonale, ça va revenir ici. Ce point-là encore, vous faites la symétrie orthogonale par rapport à la première bisectrice, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si vous avez 3 points ou 4 points, c'est bon. Après, vous reliez tout simplement. Donc, voici H-1 qui est là. C'est la réciproque en fait. Prenez seulement la partie qui vous concerne. Pas la peine de faire toute la courbe. On vous a pas demandé ça. On a pris une seule restriction, donc il faut vraiment vous en limiter là. Donc, ça, c'est bon. On va calculer l'air A, donc en centimètres carrés. Regardez bien, on vous a bien dit de calculer en centimètres carrés la partie comprise entre l'axe des abscisses, la droite d'équation x égale à moins 1 et l'axe des ordonnées et la courbe CF de f. Donc là, comment on va faire? Donc là, vous avez vu, on a délimité une région bien déterminée. Donc c'est entre moins 1 et x égale à 0. N'est-ce pas? Et au-dessus de l'axe des abscisses. Maintenant, puisque f, on a vu que f est positif sur cet intervalle-là, sur moins 1 et moins 1 à 0. Pourquoi? Parce que là, regardez bien ici. Moins 1 à 0. C'est ici, n'est-ce pas? Où est là? Voilà, moins 1 à 0. Là, regardez ici. Entre 0 et f de alpha. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est positif. Après, l'intervalle aussi est inclus dans moins l'infini 1. Donc, son aire est délimité. L'aire, c'est seulement intégrale de a à b de f dx dx. Maintenant, après, il va falloir convertir ça, bien sûr, en centimètres. Maintenant, le tout là, c'est quoi? Vu qu'on a ici
là, c'est juste donc pour l'intégration par partie, juste donc un rappel de cours. Donc, voici l'air. C'est intégral de moins 1 à 0. Là, c'est la région qu'on veut étudier. La région, c'est moins 1 à 0. Pourquoi la région, elle est prise ainsi? C'est juste l'énoncé qui nous a dit ça, qui nous a dit de prendre cette région-là. Parce que la région est comprise entre les droites verticales. X égale à moins 1. Regardez, je reviens. Entre l'équation, regardez bien, du plan comprise entre l'axe des abscisses, la droite d'équation x égale à moins 1 et l'axe des ordonnées et la courbe CF. Donc là, pour avoir, je regarde la courbe, c'est entre moins 1 et 0. Donc je reviens ici. La région en question, voilà, c'est ça la courbe. C'est entre moins 1 et l'axe des ordonnées, c'est seulement donc la droite d'équation là. Donc c'est en grosso modo, c'est ça notre région d'étude. C'est ça et ça, tout simplement. Je supprime ça. Bon, je vais supprimer ça vu qu'on n'en a pas besoin. Entre ça et ça, c'est cette région-là qu'on a besoin en fait. Entre ces deux-là. Voilà. Donc c'est cette région-là. Vous comprenez? Maintenant, pour avoir l'air, c'est entre, ça c'est 0, ça c'est moins 1. Donc faire seulement cette intégrale de moins 1 à 0 de f de x dx. Donc f de x dx, vu que c'est moins 1, 0, c'est dans les x négatives. On va prendre quelle fonction alors? Regardez bien, on va prendre quelle fonction? On va prendre la fonction, cette fonction-ci. Cette fonction-là, c'est moins x plus 1 ln de moins x plus 1, tout simplement. Donc, lorsqu'on le prend, on a... On va aller vite, c'est la dernière question. Et ça, l'air. Et ça, c'est intégral. Vous pouvez le faire. Donc là, même pas besoin de faire l'intégration par partie et tout. On pose seulement u comme étant égal à moins x plus 1. Donc là, on a intégral de moins 1 à 0 de u ln de u. U ln de u. Maintenant là, il faut bien faire le changement de variable. Il ne faut pas venir directement donc faire ça. Si on a posé u comme étant égal à moins x plus 1, je l'ai même mis ici. Posons u égal à moins x plus 1. Donc x, ça va être égal à combien? Vous faites transposer, ça va être égal à 1 plus u. Et d de x, vous dérivez, vous aurez moins d de u, parce que là c'est 0. Donc c'est moins seulement moins d de u. Lorsque x égale à moins 1, aussi vous allez changer les bornes. Changement de variable. La méthode de changement de variable, ça va impliquer en même temps aussi les variables et aussi les bornes. Ça va changer aussi. Donc les bornes auparavant c'était moins 1 et 0. Vu qu'on a changé de variable, on va regarder, on va remplacer en fait. Lorsque x égale à 0 et lorsque x égale à 0, vous remplacez ici. C'est u égale à 1. Lorsque x égale à moins 1, pareil, u égale à 2. Donc les bornes vont être égales à maintenant 1 et 2, u ln de u. Maintenant, u ln de u, intégrale de u, ou bien primitive de u ln de u. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez directement ça. Donc vous pouvez poser même tout simplement donc v' comme étant égal à combien? Comme étant égal à u, n'est-ce pas? Donc là, vous pouvez faire intégration par partie là ici, hein, au niveau de cette étape-là. Vous pouvez faire une simple intégration par partie et toujours, comme je l'avais devenu le dire, poser v, c'est-à-dire pas prime, v comme étant égal à ln de u. Donc je vais vous expliquer ici. Si vous avez ln là, intégrale de a à b de par exemple x, ln de x, d de x. Pour le changement de variable, posez toujours u égale à ln de x. Après v', vous allez poser ça pour l'autre. Là, ça implique quoi? Ça implique qu'ici, on a u', vu qu'on sait d'abord la dérivée, on met 1 sur x. Et ici, pour v, vous allez faire seulement, en fait, donc la primitive, ça va faire 1 demi de x au carré. Vous voyez bien. Donc après, vous faites donc la formule là de l'intégration par partie. C'est seulement ça que j'ai fait. Vous voyez bien, on a presque la même chose qu'avant. Donc après, vous faites la formule u fois v moins intégrale. Donc on fait la formule, on calcule les termes et
at the end, on va se retrouver avec ça là comme étant notre R. Donc, on calcule. C'est ça l'air. C'est 2 ln de 2 moins 3 quarts. Mais il faut faire attention. On va convertir, vu que le repère c'est 2 cm. Donc, une unité d'air, c'est 1 fois 1. C'est 2 cm, c'est 2 fois 2. Parce que l'air, c'est côté fois côté, si vous voulez. Voilà. Donc, il faut faire 2 fois 2, c'est 4 cm carrés. Donc, il faut multiplier tout ça par 4. Donc, vous aurez au finish 8 ln de 2 moins 3. Donc, 8 ln de 2 moins 3 cm². Donc, l'air, à peu près, c'est 2,55 cm². Donc, voilà. Donc, c'est ça. Ce qui est même cohérent. Pourquoi? Parce que vu que f est positif sur cet intervalle-là, moins 1, 0. Donc, l'air, forcément, ça va être un nombre qui est positif. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, là, c'est l'astuce pour la BAC. Donc, avant tout calcul d'air, il faut vérifier d'abord que le signe de la fonction sur l'intervalle considéré. Si elle change de signe, il faut découper l'intervalle ou prendre la valeur absolue. Parce que des fois, même l'air qu'on prend, donc il faut prendre ça en valeur absolue aussi. Et aussi, des fois, n'oubliez pas de convertir. Vu qu'on nous avait dit 2 cm, donc il faut multiplier par 4. L'unité arbitraire là, c'est 4. C'est 4 fois donc l'air. Voilà. Donc c'est tout, hein. Donc j'espère que vous avez bien compris. Je pense que la vidéo va faire plus d'une heure comme ça, 1h45. Donc c'est juste pour vous montrer donc la correction de ce bac là en détail. Pour puissiez mieux comprendre comment ça se passe vraiment. Donc si vous avez aimé la vidéo, toujours n'oubliez pas de liker, de mettre les commentaires. Si vous avez besoin aussi de ce document là, n'oubliez pas à me le dire. Je vais vous envoyer, Inch'Allah, ça dans le groupe Telegram pour que vous puissiez aller beaucoup plus vite après. Mais d'abord, il faut vraiment visualiser la vidéo jusqu'à la fin. Parce que tout ce que je dis là ne se trouve pas en fait sur ce document-là. Des fois, je vous donne des astuces qui ne se trouvent pas sur ce document. Donc, il va falloir bien regarder la vidéo. Bien vrai que c'est 1h45 comme ça, près de 2 heures. Mais ça vaut la peine. Donc, on a corrigé l'épreuve de l'année passée en maths intégralement. Pour l'épreuve de PC, je n'avais pas fait l'épreuve de PC, mais pour celle de 2024, j'avais corrigé ça. Et ça se trouve sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aller regarder ça et refaire. J'ai corrigé intégralement même. Mais je n'avais pas fait l'année passée une épreuve de maths du baccalauréat 2024. Raison pour laquelle je me suis dit cette année-ci, je vais essayer de corriger une épreuve de mathématiques. Donc, pour que vous puissiez avoir la main. Fait, le jour J, vous n'aurez pas beaucoup de problèmes après. Voilà, donc c'est ça. Donc il y a aussi une vidéo de conseils où je vous donne des conseils concernant le bac, comment bien vous y prendre et tout. Donc il faut vraiment bien regarder cette vidéo là. Ce sont les 7 commandements. Je vais mettre ça en fin de vidéo pour que vous puissiez bien vous motiver. Et toujours la phrase ultime, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Je peux le faire, je veux le faire et je vais le faire, Inch'Allah. Donc, écrivez-moi tous dans la barre de commentaires. Ces temps, je n'ai pas beaucoup de temps pour vraiment faire des révisions complètes sur la plateforme. Vu que je suis un élève ingénieur aussi, des fois, je manque un peu de temps. Donc, j'espère que vous allez me comprendre concernant cela. Donc, pour laquelle je me suis dit de corriger au moins donc, une épreuve, surtout en mathématiques. Donc, pour que vous puissiez mieux comprendre. Pour l'épreuve de physique-chimie aussi, rendez-vous sur la chaîne. Vous allez voir ça. Je vais mettre aussi cette vidéo-là dans la description pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, du courage et vraiment bonne chance. Et surtout, avant de finir la vidéo, n'écoutez pas ce qu'ils vous disent. C'est telle leçon qui va sortir. S'il vous plaît, apprenez tout, révisez tout. Et le jour J, vous aurez l'embarras du choix, comme je l'ai dit. Si vous écoutez par exemple ceux qui vous disent c'est cette leçon-là, probabilité ne va pas sortir, statistique va sortir, vous allez vous embrouiller. Vous avez tout appris, vous avez fait 9 mois pour apprendre tout le programme. Apprenez ça et le jour J, peu importe ce qu'on vous donnera, vous allez vous en sortir, Inch'Allah. C'était vraiment un petit conseil que je voudrais vous donner avant la fin de cette vidéo-là. Du courage, qu'Allah vous assiste et vous facilite les épreuves, Inch'Allah. Donc, je vous donne rendez-vous prochainement dans une autre vidéo. Et je pense que vous allez vraiment me dire, monsieur, j'ai réussi le bac avec la mention, Inch'Allah. Donc, bonne chance à vous tous.